Ils sont partis dans les couloirs du temps. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois avec mon Hall of Famer des podcasters. Comment tu vas Messaya? Salut les amis, salut Thomas, comment ça va? Ah super, je sais que tu as eu un gros week-end, mais j'espère que tu es bien en forme pour cette émission qui s'annonce encore une fois passionnante. Oui, toujours. Pour faire l'émission, je suis toujours en forme. Ah, ça fait plaisir en tout cas de te retrouver. Avant de commencer, je remercie les gens pour la vidéo sur JBL, parce qu'on a eu vraiment des retours extrêmement positifs. Moi sur YouTube et toi avec les réseaux sociaux, tu m'as dit que t'as pas mal de gens qui étaient assez contents de ce qu'on a fait. Yes. Donc surtout, moi, je vais rappeler aux gens qui n'hésitent pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, même si c'est juste pour dire coucou, parce qu'on est vraiment une toute petite chaîne, et le moindre j'aime, la moindre petite activité qui se passe sur la chaîne, je le vois tout de suite dans la proposition des vidéos, donc ça nous permet de nous faire grandir. Oui, n'oubliez pas de mettre la cloche, comme on dit. Voilà. C'est tout, c'est la seule chose que je voulais faire. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'utilisation des stars de la WCW à la WWE. C'est quand même tout un programme. Tout un programme. C'est surtout qu'on va se concentrer sur ceux qui étaient main eventers à la WCW. On va quand même parler un petit peu de ceux qui n'étaient pas quand même, parce que tu veux parler de certains catcheurs, Oui. tu m'as dit avant qu'on commence l'émission. Et chose importante, on veut pas parler des catcheurs qui ont traversé toutes les portes possibles. Oui, donc on va pas parler en exemple de Tommy Dreamer, de Raven, des gens qui ont pas d'étiquette de fédération, plus qu'ils sont des bourlingueurs, quoi. Voilà, parce que sinon, si on aurait dû commencer comme ça, on aurait même dû parler de Brian Pillman, on aurait dû parler de Triple H qui a commencé là-bas, voilà, on va vraiment rester sur les grosses stars et voir un peu comment ils ont été utilisés. C'est tout beau pour toi? Tout est bon. En plus, tu m'as dit que c'est un sujet qui te tenait à cœur, donc Oui, parce que je rappelle que j'ai découvert le catch par la WCW. exactement. Voilà, dans les premières émissions qui étaient sur RTL 9, avant qu'ils récupèrent la WWF, il y a eu quelques émissions diffusées de WCW. Dernière petite chose, tant que j'y pense, on va juste mettre une grosse star de côté. C'est Bill Goldberg, parce que Bill Goldberg, je tease, c'est la prochaine émission. Oui. Et comme on a énormément de choses à dire sur Bill Goldberg, parce que moi c'est l'émission que j'attends depuis qu'on s'est lancé dans le podcast, je veux pas qu'on fasse de doublons. C'est ça, sinon on va faire des redites se répéter. Et je pense que l'émission de Goldberg, elle aura déjà une certaine durée, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de faire deux fois la même chose. Donc Goldberg, ne venez pas dire dans les commentaires, vous avez oublié Goldberg. Oui, c'est normal, c'est voulu. Il sera là pour au début de l'année prochaine. Sa vidéo. Et dans JBL me tenait très à cœur dans la prochaine émission. Goldberg tient beaucoup à cœur pour Thomas. C'est ce qui m'a fait découvrir le catch. Ouais. En 2003 sur RTL9, vu que moi j'ai rencontré le catch. Je tombais amoureux du catch un petit peu après toi. Et moi, Goldberg, j'y tiens vraiment parce qu'on veut, ce que t'as fait avec JBL, un peu réhabiliter. Et on a vu, avec celui qui nous laisse toujours les commentaires, Ryan, qui justement, lui aussi, il est comme toi par rapport à son règne, a pensé qu'il méritait mieux que ce qu'on en a dit. Je trouve que c'est cool qu'on a fait cette vidéo-là, pardon. Et j'espère que Goldberg, ce sera du même niveau. Donc, et on va commencer. Donc, juste quand on va parler des grosses stars, ce que je te propose, c'est que tu nous fais une petite partie sur ce qu'ils étaient à la WCW, comment leur arriver à la WWE, et comment ça s'est fini pour eux ensuite. C'est ça l'impact qu'ils ont laissé. Voilà. En faisant ça sur chaque superstar, je pense que la vidéo va faire 35 heures. À peu près. Voilà. C'est ça. On y va, c'est parti, on commence? C'est parti. Allez, let's go les amis. Avant, tu voulais mettre un point sur tous les catcheurs qui n'étaient pas encore des stars à la WCW, mais qui ont eu un impact intéressant. C'est ça. Alors, on va commencer par les Radicals. Alors voilà, le groupe des Radicals, pour ceux qui connaissent, en fait, c'était la backbone de la WCW. C'était vraiment les workhorses, donc vraiment les meilleurs catcheurs in ring. C'est ceux qui tenaient beaucoup, avaient même commencé en opener avec les cruiserweight, parce que je refais un point sur la manière de faire les cartes que faisait la WCW, c'est que on avait un match en opener de high flyer, souvent des catcheurs mexicains ou japonais, tout ça. Ensuite, on avait justement ces mid-carters très solides, souvent très techniques, qui faisaient des matchs de ouf. Et ensuite, on arrivait sur le main event, où c'était l'énorme star power. Et on va pas se mentir, il n'y avait pas de catch. Et c'était ces catcheurs-là qui étaient, c'était novateur. Très novateur, oui. On les voyait pas avant. C'est l'idée de génie de Bischoff d'avoir piqué à tout le monde, surtout la ECW beaucoup, et au Japon, d'aller rechercher des trucs qui n'existaient pas en Amérique du Nord, ou très peu connus, quoi. Et c'est ce qui cartonnait, c'est pour ça que je rappelle encore une fois que la WCW à l'époque des Monday Night Wars, et encore durant l'époque des Monday Night Wars, ils étaient numéro 1.
Ouais, c'était eux qui étaient devant dans tous les ratings à chaque fois. C'est ça, mais même, on va dire, mondialement connu. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'en France, on a eu la WCW. Sur Canal+, exactement. Voilà, parce que c'était vraiment les pays, les distributeurs, les chaînes se disaient, c'est ça qui cartonne, pas WWF. Alors les Radicals, ils étaient combien? 4. 4. Il y avait Benoît, Chris Benoît, ouais. Guerrero, Eddie, Oui. son neveu. Non, il compte pas dedans. D'accord. Voilà. Donc, et avec qui d'autre encore, dis-moi? Dean Malenko et Perry Saturn. Perry Saturn. On peut peut-être commencer par Perry Saturn, c'est celui qui a peut-être laissé le moins de traces. Le moins de traces. Donc, alors à la WCW, il était utilisé en mid-card, comme je vous ai dit, très souvent en tant qu'homme de main de clan. Donc, le plus connu, c'est le Flock de Raven. C'était un des membres principaux du Flock. Excuse-moi, t'as dit à la WWE, mais à la WCW. À WCW, excusez-moi, voilà, c'est ça. À la WCW, il faisait partie du membre du Flock. Excellent catcheur in-ring, qui vient de la WCW aussi de base, et qui était en équipe, il faisait partie de l'équipe Les Eliminators. Et ensuite, recruté à la WCW, utilisé toujours en mid-card. Lui, vraiment, il n'a jamais été une star. Il a eu des petits programmes sympas, mais jamais été une star. Et son arrivée à la WWF dans le groupe des Radicals, c'est celui qui s'est très vite séparé. Je pense que McMahon devait se dire au niveau de son physique qu'il apportait rien, parce que c'est quelqu'un qui est pas très beau, on va dire, dans les standards, surtout WWE. Et le seul truc marquant qu'il ait eu, c'est d'être amoureux d'une mob, quoi. Ouais, une serpillière. Voilà, la mob, c'est la serpillière. C'est ça, donc il a servi en tant que job guy et comique, quoi. C'était à l'invasion. À l'invasion, ouais. Qu'il est amoureux de sa serpillière. C'est ça. Donc, mais lui, c'était vraiment dans le in-ring à la WCW, ça valait le coup. Ah oui, ça valait vraiment le coup. Il y a beaucoup de matchs que je peux conseiller où il est en équipe avec Raven contre DDP et Benoît, il me semble. Ou je sais plus, en fait, il y a eu plusieurs mix-up, en fait, parce qu'il y a eu un clan qui s'appelait la Triade, il était un peu dedans, tout ça. J'ai plus tout le truc en tête, mais vous pouvez aller regarder des matchs de WCW. Oui, ça a délivré. Ça a délivré très fort. Parfait. Le suivant, Malenko peut-être. Malenko. Alors lui, je sais que l'un des plus grands podcasteurs de catch français, c'est son catcheur préféré. Hein. C'est Sturi. D'accord, ok. Il y a une fact incroyable avec lui. C'est quand même l'un des seuls mecs qui n'a jamais touché un titre de champion du monde, qui a jamais été dans ce storyline de main event, mais qui a été premier du Puy. Hein. Et il a été premier. Alors le PWI 500. Voilà, le Puy, c'est le classement des 500 meilleurs catcheurs du monde. Voilà, tous les ans. C'est ça, tous les ans. C'est un classement kayfabe, donc c'est improbable qu'il soit premier, justement, comme c'est un classement kayfabe. Son surnom, c'est l'homme méprise. Il est exceptionnel. Techniquement, il est intouchable. S'il fait partie de catcheurs intouchables. Quand on parlera de Y2J, tu réexpliqueras l'histoire. Je vous ferai la petite, ouais, c'est ça, la petite vanne. Et donc in ring, vraiment, en plus des match-up avec justement tous ses partenaires. Hein. Vous pouvez les regarder tous ces matchs quand il affronte Guerrero, quand il affronte Benoît, quand il affronte Saturn, quand il affronte Jericho. C'est exceptionnel. Alors il y a une légende urbaine dans le catch. Je te coupe 30 secondes qui dit que plus t'es ami en vrai, plus dans le ring, tu te mets testif. T'es un bourrin, ouais, voilà, exactement. C'est ça. Et bah lui, c'est la très bonne définition, hein, parce que le dos de Guerrero, souvent dans les powerbombs de Malenko, les amis, c'est quelque chose de très 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 fort. Et du coup, Malenko, il a été champion, cruiserweight, il a été champion télé, beaucoup utilisé. Il a fait partie des Four Horsemen dans la dernière incarnation des Four Horsemen avec Chris Benoit, Ric Flair et Mongo McMichael. Et derrière, bah lui aussi, il en a comme ces quatre-là, ils en ont eu marre justement de pas monter plus haut. Alors ces quatre, il y a Tu parles de Benoît après ou tu veux parler de Benoît tout de suite? Un peu après. Je suis sur Malenko. Vas-y. Et donc ils ont décidé de partir parce qu'ils se sont dit on n'a pas d'avenir ici. Malheureusement pour lui, malgré sa qualité in ring, au niveau du charisme, il en a pas. Et moi, tu m'as toujours dit ce qui lui manquait, c'était ça en fait. Ouais, c'est ça, zéro charisme. Il est petit. Donc à l'époque, ça comptait beaucoup. Pas d'expression faciale, c'était le poker face, quoi. Il est toujours fermé, tout ça, pas vraiment d'expression. Et en fait, à la WWE, il était pratiquement pas utilisé, limite moins que Saturn, quoi. Mais pour conclure sur lui, c'est devenu un très bon agent derrière. Donc il a fait beaucoup pour le catch féminin à la WWE. C'est lui qui a entraîné Lita à step up au-dessus, a entraîné Trish Stratus, il a booké beaucoup de matchs féminins, et même encore actuellement, il intervient à la AEW aussi. Donc en road agent. Oui, on est sur un catcheur qui est toujours présent dans le monde du catch. C'est ça, mais maintenant en coulisses quoi. C'est ça. Moi quand tu parles de lui et que tu dis pas beaucoup d'expression faciale, ça me fait un petit peu penser à Chris Benoit.
Oui. Et en fait, c'est ce qui les différencie un peu tous les deux. C'est que Chris Benoit n'avait pas beaucoup d'expression faciale, mais par contre, on sentait l'intensité en lui. Chaque coup, c'était... Chaque coup, c'est l'un des catcheurs qui me paraissait le plus réel. Vraiment, une fureur, quoi. Une énergie. Une énergie, une fureur. Et aussi, niveau physique, il était beaucoup plus balèze. Parce qu'on a toujours dit, Chris Benoit, il est petit, c'est pour ça qu'il marchera jamais, et tout ça. Mais sauf que, on sait ce qu'il y a eu après, on va pas en On va parler. pas en parler, on parle pas de ça. Mais au niveau du physique, c'était quand même, il était petit, mais c'était un Golgot, quoi. Lui, c'était un monstre. Voilà, c'était un monstre, il était musclé partout, et in-ring, il est dans la même lignée, si vous voulez, dans les catcheurs purs work rate, donc au niveau du qualité que du catcheur, c'est Dean Malenko, Chris Benoit, Kurt Angle, on est vraiment sur les gros techniciens, quoi. C'est des mecs qui, sur les jeux vidéo WWE auraient eu 100. Techniquement, ils devraient avoir ça. En termes de work rate. Voilà, en fait, ils ont pas 100 parce qu'ils perdent les points de charisme en dessous. Voilà, c'est ça. Pas Kurt Angle. Kurt Angle est la machine zéro défaut. Kurt Angle. Je suis pressé qu'on la fasse aussi. Hein, ouais. Sur Kurt Angle parce que j'adore ce mec. Ouais, pareil, c'est un de mes catcheurs préférés aussi. Et donc Chris Benoit, lui, c'est le seul. On parlera de Eddie Guerrero plus tard parce que lui, c'est un peu différent. Juste après, tranquille. Prends ton temps sur Benoit, c'est ton émission. Prends ton temps. Donc Chris Benoit, lui, c'est que à force, ils ont voulu le pusher parce qu'ils se rendaient compte que lui, dans le ring, il affrontait souvent du upper mid-card. Pusher à la WCW. À la WCW, oui. Il affrontait souvent du upper mid-card. Il a été choisi dans les Four Horsemen. Il a sa grosse rivalité avec Kevin Sullivan. Derrière, il a affronté quand même beaucoup de gros prétendants, quoi. Et au moment où il dit qu'il voulait partir parce qu'il se rendait compte qu'il serait jamais plus haut ou mal utilisé, on lui dit non, mais tu vas prendre le titre. On va te faire affronter Sid, Psycho Sid, et tu vas prendre le titre. Il a dit ok, je prends votre titre, mais je me pars quand même. Oui, de toute façon, il en avait ras-le-bol d'être là. Il en avait ras-le-bol d'être là parce que vraiment lui, c'était vraiment la définition, comme j'ai dit au début de l'émission, oui, la backbone. Le gros travailleur. C'est le gros travailleur et vraiment la colonne vertébrale, quoi. Ouais. C'est il maintenait le mid-card et le in-ring dans les shows WCW, quoi. Donc quand il arrive à la WWF, dans le groupe des Radicals, il y a une petite blague, c'est que son premier soir, on le fait affronter Triple H pour perdre. Bien sûr, parce que tu fais arriver quelqu'un qui est over, mais tu peux pas le faire tout de suite. Vince McMahon, il utilise toujours l'expression, tu vas bouffer de la merde et tu vas apprendre à aimer ça. Et c'est ce qui s'est passé pour Benoît, finalement, mal utilisé sur la fin de sa WCW, puis quand il arrive à la WWE. Ouais, il a erré très longtemps dans le mid-card. C'est pas un petit peu Polyman qui a voulu le faire venir à SmackDown pour justement, parce qu'il voulait Polyman voulait des catcheurs, entre guillemets. C'est exactement ça. Entre guillemets. C'est post-draft, il est drafté à Raw de base. Il a son équipe avec Jericho qui marche très bien. Le truc c'est que il blesse Triple H dans un match et les ratings bougent pas. McMahon voulait les pusher à Jericho et Benoît ensemble en équipe. Ça marche pas comme il veut. Finalement, Benoît se blesse et en fait derrière lui, Polyman qui est booker de SmackDown en 2003 le fait venir parce que c'est là où ça catchait, quoi. De toute façon, là c'est l'époque du SmackDown 6. C'est ça. Émission, je fais un petit teaser qui va aussi, on va parler des mid-carders de SmackDown, enfin pseudo mid-carders de l'époque Reine de la Terreur de Triple H, où là justement on va pouvoir parler un peu de tout ça et notamment du SmackDown 6. Donc Benoît à l'époque, oui, beaucoup de matchs en équipe. Hein. Par exemple, WrestleMania 19, il est en équipe avec Rhino pour le titre World Tag Team. Et progressivement, il commence de devenir, comme je dis, on arrive sur la conclusion de sa carrière WWE, on va dire. Il est over par le public, quoi. Les gens l'aiment. On appelle ça, les catcheurs, c'est un male's made. Il y a la pop Benoît, quoi. C'est, wow! Ouais, voilà, voilà. Il y a la pop Jeff Hardy, c'est des cris de filles, et la pop Chris Benoit, c'est les mâles, quoi. Et il se rend compte que, il est vraiment over, donc on lui met un premier push. Il affronte The Rock. Et Jay, il affronte Austin. Plus derrière, il affronte The Rock. Pour des matchs pour le titre, qui ne gagnait pas. On le fait affronter Lesnar aussi. Je vous conseille très fortement ce match. Vous allez me popper. Il y a une prise que Brock Lesnar fait sur Chris Benoit, parce que quand on voit Chris Benoit, on se dit, il est petit, trapu, pas très souple. Il se fait plier en deux par un stretch muffler. Donc une prise de jambes que Lesnar faisait à l'époque. Il le fait sur Chris Benoit. Quand on voit son physique, on se dit que c'est pas possible qu'il peut avoir son talon derrière sa tête, quoi. Très souple. Ouais, très souple. Ce match est vraiment bien. Et derrière, on en reviendra sur l'émission sur Triple H.
c'est que Triple H se dit, bon, j'ai quand même besoin d'avoir un bon catcheur en face de moi. Alors Triple H sort de ses rivalités avec Scott Steiner, avec Goldberg, avec Booker T avant aussi. C'est ça. C'était avant Booker Kevin T. Nash aussi. Kevin Nash. C'est-à-dire le mec pendant 3 ans, 2002, 2003, 2004, il a, à part contre son copain Michael, il ne catchait pas. Il avait pas envie de toute façon. Ouais, il était blessé aussi. Il était blessé et puis de toute façon, il est hors de question que je mette over les mecs de la WCW. On va y arriver de toute façon à ces mecs-là, on va en parler plus tard. Et du coup, il décide de se dire allez, cette fois-ci, j'ai envie de catcher. On fait gagner le Rumble à Benoît C'est et ça. moi je me le tape à WrestleMania. Voilà, et on va le faire venir de SmackDown, mais à Raw. Il va venir me défier moi, au lieu de défier le champion de l'époque qui était Lesnar. Avant que Eddie Guerrero prenne le titre, tout ça. Et c'est cette période-là, on en parlera peut-être plus tard dans une autre émission bien plus en détail. Ils ont voulu faire une nouvelle génération. Ils ont dit, on va enfin mettre des catcheurs qu'on n'espérait pas en haut de la carte. Donc c'est Guerrero qui devient champion par rapport au départ de Lesnar et de Goldberg, évidemment. Et du côté de Raw, on dit, on va donner le titre à Benoît à WrestleMania 20, en main event, où il bat. On met quand même Shawn Michaels dans le match. Pour ajouter un peu d'overness, tu penses? De l'overness, et aussi parce que je pense que McMahon voulait pas faire totalement confiance à Triple H Benoît en main event. Il avait besoin du star power de Michael. Ouais, en mettant les trois avec HHH et Michael, t'es sûr que voilà, ça portait. Ça va attirer le public. Pour ma part, je sais que beaucoup ont ce point de vue. C'est l'un des meilleurs main events de WrestleMania, tout confondu pour moi. Ah ouais, c'est un super match. Le ring, il est exceptionnel. Malheureusement, derrière, son règne est une catastrophe. On en parle souvent. Avec moi c'est ce qui me choquera toujours et je l'ai dit dans l'émission sur les mid-carders, il est quand même dans la rivalité entre HHH et Eugene, il est en second plan. Total. Et toi tu parles toujours du main event après son titre à WrestleMania où c'est Triple H Shawn Michaels en cage dans un... Ah, c'est un Bad Blood, c'est ça. C'est un Bad Blood, voilà. Et en fait, c'est ce que je fais toujours. Je fais ce parallèle avec un autre catcheur qui a un peu une carrière qui était un peu similaire à la WWE, Daniel Bryan. En fait, c'est que souvent, aux 10 ans de WrestleMania, à part cette année avec Cody Rhodes où ça a totalement changé, c'est le catcheur in-ring aimé par les fans, mais pas spécialement aimé par le fils qui devient champion. Dans WrestleMania 10, c'est Bret Hart. WrestleMania 20, Chris Benoit. Et WrestleMania 30, Daniel Bryan. Et le parallèle entre Bryan et Chris Benoit est vraiment troublant. C'est que les deux deviennent champions au main event, super, ils battent deux gros stars. Les gens sont comme des fous. Ils sont comme des fous et tout ça. Et leur première feud, c'est Kane. Et ils sont pas en main event. Et c'est ça qui est fou, quoi. Comme tu disais, Bad Blood. Bad Blood, le main event, c'est Shawn, Triple H. On est quoi? On est 3 mois après sa victoire à WrestleMania? 2-3 mois? 3 mois. Et il est en mid-card contre Kane. Et derrière, Shawn et Triple H font le main event. Et Daniel Bryan, pareil. Mais sauf que lui, c'était encore plus rapide. Parce qu'il n'y a pas eu le backlash entre temps. Ouais. Et puis, il perd ensuite le titre face à Orton. À SummerSlam, c'est ça? Non, ça c'est avant. Non, mais après, quand il affronte Kane. Après, Bryan. Lui, non, moi je parle je reste sur Chris Benoit. Ah, sur Chris Benoit. Il perd son titre face à Orton. Ah oui, à SummerSlam. À SummerSlam. Dans un show où tu m'as dit que les spectateurs ont toujours été bizarres. Oui, ce show, il est vraiment étrange. En fait, c'est les fans de Toronto, je sais pas ce qu'ils avaient bu ce soir. Ils étaient pour tous les... Ben, je crois que tu le dis dans le... Ils sont pour les heels, ils sont pas pour les natifs de leur pays. C'est ce que tu parles quand on parle de Eugene, justement... Dans l'émission des mid-carders. Donc, ils sont pas pour Benoît, ils sont pour Randy Orton dans le match. Ce qui est improbable. Et derrière, c'est niveau carrière pour Benoît. Derrière ça, il a des règnes de champion des États-Unis. Et après la relégation à la ECW, où il devait être le premier champion, le regain de la ECW post Rob Van Dam, tout ça qu'il y a eu, c'était lui qui devait être le champion face à CM Punk pour lancer CM Punk, tout ça, et il y a eu le drame que tout le monde. Super. Là maintenant il y a Eddie Guerrero. Eddie Guerrero. Alors Eddie, beaucoup de gens vont peut-être pas m'aimer parce que j'ai un peu un avis un peu clivant dessus. C'est un excellent catcheur. Donc on va commencer par sa carrière WCW. Donc c'est un des meilleurs mid-carders. Pas de débat, ultra divertissant. Dans le ring, il est intestable. Lui, il est charismatique pour le coup. On peut pas l'enlever, il est vraiment très charismatique. Il s'est même servi des problèmes backstage qu'il a réussi à mettre à la télé. Parce que la création qu'on voit aujourd'hui, on va dire l'hommage qu'ils ont fait aujourd'hui à la LWO, c'est lui qui l'a créé.
Donc c'était pour se moquer de la NWO en disant on va rassembler tous les latinos, on est mal utilisés. Et la promo où il lance la NWO, il se reverse du café dessus. Parce qu'il s'était pris la tête avec Bischoff, je crois. Et Eric Bischoff lui avait balancé du café à la tête. Où il disait on est vraiment utilisé comme de la merde ici, tout ça. Et en fait, l'autre machin, et il a décidé de le faire à la télé. Et ça a marché. Et du coup, il a réussi à faire au moins une storyline dans le bas de carte avec les latinos, quoi. Il a eu la force de pouvoir faire ça. Bien évidemment, il a suivi ses copains pour venir à la WWE. Et en fait, son début de carrière à la WWE, déjà, on sait que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'addiction aussi, beaucoup de problèmes. Donc, en fait, il est resté en mid-card. Il se fait virer. En fait, il avait une storyline sympa avec Shayna. La Mamacita, c'est Rhea Ripley, Dominique Mysterio. Oui, pour donner une C'est idée. exactement ça. Ils ont refait exprès. Mysterio, Dominique ne fait pas le Dominique, Frog Splash pour rien, par exemple. Même le mulet. Oui. La moustache. Dominique Mysterio joue sur le fait que derrière, il y a eu une rivalité entre Guerrero et Mysterio, ou sur la paternité de Dominique. Hein. Oui. Et en fait, il joue toujours là-dessus. Un tout petit Dominique. Tout petit, c'est ça. Et notre bon Eddie Guerrero, en fait, donc il a ses premières élections, il se fait virer, il a son accident de voiture où il a fait perdre la vie, mais il le rembauche. Et quand il le rembauche, il fait de l'excellente affaire de carte, toujours, à SmackDown. Donc c'est vraiment le SmackDown 6 que tu parles, qu'on en parle souvent. Il y a Chavo aussi, je crois, dans le SmackDown 6. Il y a Chavo, donc parce qu'en fait, Chavo arrive... Très très vite sur le SmackDown 6, vu qu'on se le réserve pour on se réserve pour une autre émission. En fait, c'est là où il fait venir son neveu Chavo, parce que Chavo vient à l'invasion. Dans ces périodes-là, en fait. Et ils en font l'équipe, les Los Guerreros, tout ça. Terrible, avec la voiture... le Lowrider. Le Lowrider, merci. On va dire, tout le packaging qui est autour des Guerreros est génial. Mais ça reste du mid-card, ce qu'il faut pas oublier. Il a bien aidé Edge à monter aussi avant la blessure de Edge. Tout ça. Et en fait, un concours de circonstances, ça fait qu'il est passé en main event. Sur papier, il le mérite, par rapport à sa carrière, tout ça. Mais c'est là où je suis pas d'accord, c'est que depuis sa mort, les gens, je pense, le mettent beaucoup trop haut de la vision qu'ils ont de lui par rapport à sa carrière complète. Moi, j'aimerais bien, parce que c'est un sujet passionnant, c'est justement ce clivage qu'il peut y avoir par rapport à l'homme qui était, le catcheur qui était Eddie Guerrero et l'image qu'on en a fait. Moi, j'aimerais bien que sur la prochaine saison, on fasse justement les retombées sur son départ. Qu'est-ce que ça a apporté à tout son groupe? Parce que je trouve que ce serait super intéressant justement de voir comment la WWE s'est servie de son décès tragique pour en faire une force et pour justement continuer à faire vivre son nom parmi tous ces Rey Mysterio, Vicky Guerrero, Chavo Guerrero, même d'autres, même Sasha Banks, tous ces qui en parlent souvent et qui utilisent beaucoup son nom. Et ça, j'aimerais bien justement j'en profite qu'on soit là tous les deux en direct pour en parler, et ça j'aimerais bien sur la deuxième saison faire justement l'héritage d'Eddie Guerrero. Ce petit zing me plaît. Après son départ, je me dis que ça peut être une émission très sympa, et surtout j'apprécie énormément qu'on parle justement du clivage. Du clivage, voilà. Du coup, je vais rester en surface. Parfait. Je vais rester en surface. Il devient champion WWE par rapport au départ de Brock, par rapport au départ de les Stars, sinon je pense qu'il ne l'aurait jamais été. WrestleMania 20. Avant WrestleMania 20, il devient champion à No Way Out. Et c'est pas Goldberg qui intervient. Exactement, c'est ça. Et derrière, il y a Frank Angle, normal, qui était son rival aussi du moment, tout ça. Il conserve. Et c'est là où la très belle image de WrestleMania 20, qui est aussi belle que tragique, où les deux sont champions, se caressent, tout ça. Se font un gros câlin. Mais non, on se caresse au catch. On va passer en moins de 18. En 18 plus, là. Voilà. D'ailleurs, Messiah, un OnlyFans, ça intéresse. Je plaisante, bien sûr. Il plaisante. Oui. Et, donc, après ça, on va revenir sur l'émission qu'on a fait précédemment sur JBL, parce que il perd son titre contre JBL parce qu'en fait, il ne vend absolument pas. Oui, il est très mauvais vendeur. Même ça le faisait déprimer. Ça le faisait déprimer. Il prenait en plus tout sur lui. Même McMahon était obligé de le rassurer. Alors que, normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et, derrière, il continue d'être très bon en mid-card. Sa rivalité avec Rey Mysterio, en 2005 derrière, où il retourne le heel. Et en fait, avant son tragique décès, il devait est en rivalité contre Batista. Et retoucher le titre. C'était prévu qu'il retouche le titre. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. C'est ça. Et ça, je te dis, on fera une émission sur ça, parce que sur son héritage, je trouve que c'est sympa. C'est sympa. Alors là, on a fait les Radicals. Oui. Tu voulais parler... Moi, il y a un catcheur que je voulais parler. C'est Rey Mysterio. Mais
j'ai toujours considéré que lui, on n'en a jamais fait un ancien de la WCW. La WWE n'a jamais trop capitalisé sur ça. Bah, et c'est exactement ça, en fait. On peut même pas en parler comme ça en WCW, donc on va aller très vite. C'est que Rey Mysterio, avant son départ avant d'arriver à la WWE, il était déjà démasqué, je rappelle. Et donc, à la WCW, il servait bah, il était dans les openers, donc il catchait parfaitement, les gens découvraient son catch exceptionnel. Kevin Nash le plante dans un camion, dans un Dans un car camion, de comme une régie. fléchette, et derrière, il décide de le démasquer, quoi. C'est vraiment, et donc, du coup, il est en low card, dans des gimmicks un peu spéciales, tout ça. C'est Rousseau. Il est très utilisé par Rousseau. Non, mais c'est Vince Rousseau qui décide de le démasquer. Bonne Ou Rousseau, question. il vient peut-être après, il est Il déjà vient peut-être démasqué. Après, je pense qu'il est déjà démasqué. Il avait déjà décidé de le démasquer avant. Et lui ne se fait pas racheter durant l'invasion. Dans son contrat, il ne vient pas tout de suite à la WWE, il le rachète plus tard. Et il arrive en 2002. Et WWF, bah WWE a tout de suite dit, mais on va vendre des masques. On va le masquer. Et, pour la petite anecdote, son masque est différent du premier. Parce que au Mexique, c'est une institution, les masques, je pense que vous le savez. Et normalement, Rey Mysterio, le signe de son masque est un point d'interrogation. Quand il est à WWF, il a une croix de chrétien. C'est parce qu'en fait, il n'a pas le droit d'utiliser le point d'interrogation au milieu de son masque. Parce qu'il l'a perdu. Et comme c'est une institution, c'est très 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 mal vu. Il pourrait se faire... j'exagère, mais presque se faire attaquer. Les Mexicains sont bien, bien à cheval sur tout ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu sais, avant de venir à la WWE, qui il affronte dans les shows indépendants Là, il y a un match avec CM Punk. Avec CM Punk. Exactement. C'est ce que je voulais que tu dises. C'est ça, et c'est à la Ring of Honor. Un tout jeune CM Punk. Pour le coup. Punk, ouais. Super. Rey Mysterio, pareil. Je pense que selon les retours qu'on a sur nos émissions, si on continue. Ouais, peut-être qu'il y aura une émission sur lui parce qu'il y a quand même, il y a de quoi dire. Je préfère m'arrêter là. Ouais, non, c'est bien. Sinon, surtout qu'on n'est pas encore sur les superstars, là. On est encore sur les... C'est ça, ceux qu'on doit parler un petit peu. Voilà. Et là, j'ai peur parce que, à mon avis, t'arriveras pas à en parler un petit peu. C'est The Ayatollah of Rock'n'Rolla. Y2J. Raw is Jericho! Et je me lâche. Je vais faire très vite. Parce que lui, il aura son émission. Ah bah c'est un de tes catcheurs préférés. C'est, oui, le top 3 de mes catcheurs préférés de tous les temps. Donc, le premier? Il est pas arrêté le top. Parce qu'il y a des catcheurs japonais dedans, tout ça. C'est vrai. Un peu compliqué. Ah, vas-y, reprends sur Y2J. Voilà. Donc, Y2J, lui, il aurait, si l'office était de la WCW, il pensait pas qu'à eux, que les mecs ne pensaient pas qu'à eux, entre Hogan, qui utilisait son contrôle créatif, que c'était que des gros stars WWE qui étaient utilisés. Tu parles à la WCW. À la WCW, oui. Il aurait eu le potentiel d'être une méga star, parce qu'il était tellement divertissant en mid-card à la WCW. Très intelligent aussi. Très intelligent, c'est ça. Donc on va parler d'anecdotes que t'en parlais tout à l'heure. Quand il est en rivalité avec Malenko, il s'est dit, lui c'est l'homme aux 1000 prises, bah moi je suis l'homme aux 1003 prises. Et en fait, il avait un énorme feuillet, des feuilles d'imprimante, et il lisait le nom des prises. Et il a raconté en interview que, en fait, quand il y avait la coupure pub, il s'arrêtait de dire le nom des prises, et il insultait la ville locale, là où il était, tout ça. Et quand la caméra reprend, il se fait huer. Vraiment de la cheap hit facile, parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent dans le business. Il a tenté d'avoir une rivalité avec Goldberg à la WCW. Goldberg avait dit non. A refusé. Enfin, Goldberg a dit non. Parce qu'il avait dans l'oreille Hogan qui lui disait, mais mec, tu mérites mieux. Tu vas pas affronter un petit comme ça. Tu vas pas affronter Jericho. Viens avec nous, c'est mieux chez nous. Viens. C'est ça. Reprends. Et donc il en a eu marre aussi. Et il a décidé, lui, de faire la passerelle. Est-ce que les gens pensent que c'est l'un des premiers? Ils pensent même que c'est le premier à avoir fait la passerelle avec son arrivée mythique contre The Rock. Avec le countdown du Millennium. J'adore c'est une des meilleures arrivées à la WWE ever, quoi. Mais c'est pas le premier. Parce que le premier qui fait cette porte interdite, on va en parler juste après. C'est le Big Show. C'est le Big Show. On va en parler, ça va être la première star qu'on va parler. Il y a encore 2-3 personnes, mais ce sera un petit peu plus court. Oui. Et après, on est parti. Mais Y2J, comme il y aura son émission, je vais m'arrêter là, parce que lui, vraiment, c'est plus une star WWE que WCW. Au final, overall. Et maintenant, c'est plus une star du catch tout court, parce que il est
encore pertinent aujourd'hui. Ah, puis avec l'amour que tu portes à Mysterio, je peux pas te demander de parler de lui. Ah, Jericho, oui, excusez-moi. L'amour que tu portes à Jericho, je peux pas te faire parler de lui en 5 minutes. C'est ça, donc du coup on va s'arrêter là. C'est pour ça on est obligé de le nommer. Mais... Tu voulais dire un petit mot sur Mark Jindrak. Un petit mot, tu m'avais dit. Oui, donc lui il fait partie on va dire des jeunes stars de la WCW qu'ils ont tenté de pousser en 2000, dans les post-Rousseau. Début Rousseau et post-Rousseau, avant la fermeture de la WCW. Donc il y avait lui, il y en aura un autre que je vais parler vite fait. Et c'était des gros gabarits. Ah, il était beau, Mark Jindrak, un sacré bébé. Et c'est tellement beau qu'il avait quand même tapé dans l'œil de l'office de Vince McMahon, tout ça, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ça aurait dû être lui à la place de Batista dans l'évolution. Je sais pas si les gens le savent. Bah, tu l'as dit la dernière fois. Ah, on a parlé sur notre émission que je vous invite à aller voir sur les mid-cardeurs WWE Raw où tu es encore une fois excellent. Tu en parles. D'accord. Ah bah. Mais c'est bien, c'est bien, c'est pas grave. Des fois, je me perds entre les émissions, excusez-moi les amis. C'est normal. Et donc, il y avait même des vignettes qui étaient tournées avec lui. Mais sauf qu'en fait, le gars n'était pas prêt mentalement à ça. Il n'avait pas la fibre de catcheur, en fait. Moi, j'allais même dire la carrure, la posture, enfin, la carrure physique, il l'avait, mais peut-être pas psychologique. C'est exactement ça. Tu voulais parler Shawn Stasiak? Il rentre dans cette même catégorie. Sauf que lui, c'est un catcheur d'une légende. Fils d'une légende, Fils d'une légende qui a été champion de WWF. Il a rien du talent de ses aïeuls, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a voulu parler de catcheurs qui sont devenus très forts après à la WWE, qui ont touché le titre, et puis on a voulu dire 2-3 mots aussi sur des catcheurs qui ont été utilisés n'importe comment. N'importe comment. Lui, je voulais juste en parler, c'est pour la blague, il arrive durant l'époque de l'invasion. Et sa gimmick, c'est de se manger des murs. En fait, il est toujours en arrière-plan dans des promos entre Debra et Steve Austin. Il essaye de se faire bien voir par Steve Austin, sauf que Austin le calcule pas du tout. Il sait même pas qui c'est. Et en fait, il se prend des portes, des murs, tout ça. C'est vraiment une utilisation, mais lunaire, encore une fois, WWE. Ah bah de toute façon, la WWE et les catcheurs WCW, il y a toujours cette partie. Vous avez été très fort ailleurs, mais on va vous en faire baver un peu avant. C'est ça. Est-ce que tu as fait le tour des catcheurs que tu voulais parler? Je pense que oui, ouais. Je parle avant les super. Un gros tour de terrain, d'ailleurs. Pour moi, c'était important que tu prennes ton temps et que tu parles de ces catcheurs-là parce que je sais que Guerrero, Benoit, Y2J, moi j'aime bien Mysterio, puis Mysterio, c'est Mysterio. Je voulais qu'on en parle quand même un peu. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on se lance dans le vrai sujet. Donc, on est à 32 minutes. On peut dire que l'émission commence. Oui. C'est magnifique. Et je suis très content de ce qu'on a fait jusque maintenant. Le premier, c'est le Big Show. Donc, comme on reste sur, comme on a dit tout à l'heure. La structure. Sur cette structure-là. Et si tu arrives à faire 10, 12, 15 minutes par catcheur, ce serait top. Après, je pense qu'il y en a. De toute façon, il n'y aura pas besoin de 15 minutes. Oui. On y va? C'est parti? On y va, c'est parti. Alors, le Big Show à la WCW. Alors, le Big Show à la WCW, il s'appelle pas le Big Show déjà, il arrive en tant que The Giant. Donc, c'est à l'époque où notre bon ami Hulk Hogan, il est vraiment au bout de sa carrière, quoi. Il est lame, il est stale, il fonctionne pas à la WCW. Les gens le sifflent. Le siffle, tout ça, il n'arrive pas à rester le gros babyface qu'il a été, parce que le public de la WCW est un public de sudistes. Et ils aiment bien le catch. Ils aiment bien la bagarre. Ouais, ça, le wrestling. La bagarre. Beaucoup dans les bouquins. Et Ted Turner, c'est ce qu'il voulait promouvoir à l'époque. Sauf que là, on est déjà période Bischoff, vu que c'est l'un des plus gros coups que Bischoff ait fait, c'est d'avoir signé Hogan. Et en fait, Hogan, le truc, c'est qu'il demande, comme c'est lui qui se boucle tout seul, vu qu'il a son contrôle créatif. Et Hogan fait ce qu'il veut, de toute façon. Il fait ce qu'il veut, de toute façon. Et il s'est dit, bah, il faut que j'arrive à me retrouver un antagoniste. Donc, à l'époque, il était face pire clan de tous les temps. Le Donjon of Doom. Le Dungeon of Doom. Un clan de frics, de tarés, mais clichés. Alors, si vous êtes abonné au network, les amis, ça apparaît, c'est au tout début de Nitro. Donc c'est facile à voir la qualité du clan, c'est vraiment au tout début. C'est ça quand ils lancent leur émission Monday Nitro. Monday Nitro. Pour concurrencer Monday Night Raw. C'est au tout début. C'est 4, 5, 6 épisodes. De toute façon, c'est la première rivalité de Hogan à Nitro. C'est face au Dungeon of Doom. Voilà. Et justement,
Le Big Show. Et on est en fait dans les considérés par beaucoup de fans de catch par les 2 pires années de WCW et WWF. 95, 96. 95. La pire année. Ouais. Alors que c'est là où Nitro se lance, tout ça, et que c'est là où le catch explose, mais qu'en fait, qualitativement, ça a chié. Ben, il y a toujours des gens qui disent, quand on écoute des podcasts et de gens même plus érudits que nous, qui disent toujours qu'il faut du temps pour que... Oui, c'est ça, rien n'arrive du jour au lendemain. C'est pas parce que j'ai envie de dire, le lundi, tu fais quelque chose de super, que le mardi, tout de suite, t'en as les retours. Ouais, les retours. Il faut du temps pour que ça se construise. Donc, le Hogan cherche son antagoniste. Donc, il va dans un match de basket, voir des matchs de basket locaux, et là, il voit ce géant. Paul White, très jeune, 22 ans, 23 ans quand il le repère. Et il s'est dit, non, mais lui, il est fan de catch, faut le signer, quoi. Avant qu'il parte à WWE. Il y a quelque chose à faire avec lui. Et sur le coup, il ne s'est pas trompé. Parce que, pour quelqu'un qui n'avait aucune expérience, il s'est entraîné très peu de temps avant de se lancer à la télé. Bon, c'est kitsch, hein, comme je vous ai dit, ils le font passer pour le fils d'André le Géant. Et il est dans ce groupe de tarés. Donc, il aurait pu être le Yeti. Oui, il aurait pu être le Yeti. Ils en étaient capables, c'est ça. Vas-y, reprends. Et donc son premier match officiel, c'est en pay-per-view, quoi. C'est Halloween Havoc 95. Et il gagne pas le titre parce que c'est une décision controversée, machin, tout ça, le titre est vacant. Et il arrive à devenir champion très 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 vite face à Ric Flair. Et vraiment, il le push vraiment comme une grosse star à la WCW au début. Mais ça s'affaisse très très vite. Parce qu'il a une utilisation déplorable, quoi. Il commence déjà à avoir sa maladie de turnite. De tourner. Je l'avais pas. Voilà. De tourner entre heel et face, c'est le truc récurrent quand il arrive à WWF. Et lui aussi, au bout d'un moment, il se dit, j'irai pas plus loin. Parce qu'il rejoint la NWO. Donc, il rejoint Hogan, ce qui est improbable aussi. C'est quand même lui qui prend le coup de chaise le plus long de l'histoire. Coup de ceinture. Coup de ceinture le plus long de l'histoire du catch, oui, c'est ça. C'est quand Hogan devient NWO. En Hollywood Hulk Hogan, c'est dans le show Hog Wild. C'est lui le champion. C'est le Big Show le champion. C'est ça. Et Hogan lui met un coup de ceinture en trichant et il fait dodo pendant 22 minutes, quoi. C'est le coup de ceinture le plus puissant du monde. Il s'est endormi, il était face, il s'est réveillé, il était heel. Ouais, c'est un peu ça. C'est le Big Show. Et de toute façon, j'en reviens à la conclusion parce que lui, il y a un postulat où vraiment, si on s'intéresse à sa carrière, tout le monde serait d'accord. Mais je reviendrai plus tard. Tu me teases. Donc, il se décide de partir parce qu'en plus, il n'est pas respecté à la WCW, même si Hogan l'aime beaucoup. L'Office l'utilise très mal. On se moque il avait des problèmes d'addiction, lui aussi. Surtout sur la cigarette. Et donc, on le met même à la télé en tant que fumeur de cigarette, quoi. C'est genre, on se moque de lui, quoi. Enfin, Scott Hall a bien été portrayé. Enfin, ils ont bien utilisé de l'alcoolisme de Scott Hall pour le... À la télé aussi, voilà. Donc, de toute façon, tout ce qu'il fallait pas faire, ils l'ont fait. Donc. Et il décide de partir. Donc, comme je dis, c'est la première porte interdite. Et il arrive à la WWE durant le pay-per-view St. Valentine's Day Massacre. Dans le match entre Austin et McMahon en cage. Arrivé Tony Truante, personne s'y attendait. Je vous conseille très fort ce match parce qu'on voit vraiment à quel point Vince McMahon est complètement ouf. Il se prend un bump dans le match. C'est indescriptible tellement la violence de ce bump. Et puis c'est peut-être l'une des rivalités les plus importantes de l'histoire du catch. Oui, c'est ça. Donc Austin, McMahon. Voilà, donc du coup, Big Show arrive quand même dans la rivalité la plus importante, quoi. Il devient, il est heel, forcément Monster Heel. Il est très vite associé à Shane McMahon. Il a une longue pause parce qu'en fait, il se rend compte qu'il est pas spécialement prêt dans le ring. Et qu'en fait, il est un peu trop stiff. Et en fait, ils le refont partir en territoire de développement. Et il revient, en mid-card. Vers la fin de l'ère Attitude, il est même en équipe avec l'Undertaker, la Unholy Alliance. Et en fait, il a une longue période mid-card, quoi. Il arrive à toucher le titre, mais genre très peu de temps, quoi. Ben, ça a souvent été le catcheur qu'on voulait le gros monstre physiquement. Physiquement, c'est ça. Et il était promu souvent comme ça. Il a beaucoup comment dire mieux ma phrase, il a été mieux utilisé bien plus tard dans sa carrière. Ouais. Il retouche le titre, oui, aussi en 2003. Il prend le titre à Lesnar avec la trahison de Poiman. C'est pas longtemps, et même je me souviens que c'était très bizarre parce qu'il n'avait pas ses tenues habituelles. D'habitude, il est en singlet d'un côté ou des deux,
Et là, il est en pantalon avec un débardeur. Il est à l'invasion ou pas? Il est à l'invasion, mais il est totalement useless. On s'en fout de lui. On s'en fout. Ah oui, il a un t-shirt où Big Show qui monte avec une flèche qui monte son Ouais, sgeg. c'est ça, il fait que des segments comiques à l'invasion. Il tourne autour de Tori Wilson, des catcheurs féminines. Trish Stratus, C'est ça, ouais. Il est très mal utilisé durant l'invasion aussi. C'est pour ça que t'as passé tout de suite à J'ai passé 2003, rien à dire. Vraiment rien à dire. Et après, on va pas partir sur sa carrière récente parce qu'on la connaît, beaucoup la connaissent. L'un des plus gros rivales de John Cena, on va dire. Bah, de toute façon, moi, c'est ce que je disais il y a 5 minutes, il a toujours été utilisé comme, il y a un champion qui est là. Tiens, on va lui mettre le Big Show. Le Big Show, physiquement, il est impressionnant. Donc, les gens, ils auront toujours le se dire, ah, peut-être que le champion, il va être un peu en danger. Un peu comme quand il arrive dans les Rumble. Il faut toujours être à 5 ou 6 pour le virer. Et finalement, à la fin. Bah, là où c'était le mieux servi, c'est durant le Rumble que Chris Benoit gagne. Parce qu'il élimine le Big Show à la fin. Le Big Show reste jusqu'à la fin. Oui. Et ils l'ont fait, mais c'est un des pires Rumble ever, c'est le Rumble 2000 aussi. Où quand The Rock est face au Big Show aussi à la fin. Où, en fait, c'est le Big Show qui a gagné. Oui, si tu n'as pas vu ce match, en fait, heureusement que la caméra se tourne. Ah, Rock touche le sol avec le touche pied. le sol avant, touche le sol avec son pied avant de faire tomber le Big Show. Alors qu'il aurait pas dû. Les deux pieds. Oui, parce que Shawn Michaels, il avait touché le pied une fois et ils avaient dit non, c'est... Il faut toucher les deux pieds au sol. Mais les Rumble, on va en parler parce qu'il y a aussi plein d'anecdotes sympas et que j'adore. Hein. Ouais, évidemment. Et donc je vais finir sur ce postulat, ce qui nous a laissé, Termine. parce qu'il est toujours dans le monde du catch aujourd'hui, Big Show. Il est commentateur ponctuel à la AEW. Il a même recatché, pour vous dire. C'est quelqu'un c'est un grand esprit du catch. Avant de finir sur le postulat, on s'en est beaucoup servi aussi pour promouvoir les WrestleMania. Il a eu beaucoup de matchs contre Floyd Mayweather à WrestleMania 24. Que t'aimes beaucoup, tu m'as dit que ça te plaisait. J'aime beaucoup. WrestleMania 21, ils ont essayé de faire la même avec Akebono. Ouais, ça c'est de la merde. C'est de la merde, un match de sumo à WrestleMania. Une minute, et puis comme il s'était fait voler le temps, on en parle avec justement, encore une fois, dans l'émission sur JBL, où Shawn Michaels affronte Kurt Angle, il traîne un temps fou. Après, c'est Triple H contre Batista, il prend un temps fou, et lui, il est au milieu des deux. Voilà. Donc en fait, je pense qu'ils ont tapé le match de JBL et le match de Akebono. J'allais dire même plus le match de JBL et Cena que Akebono Big Show, parce que c'est un match de sumo. Oui, c'est très très court, mais je pense que voilà. Et on s'en est souvent servi du Big Show justement pour promouvoir avec des stars, quoi. Shaquille O'Neal, le match qui n'a jamais été fait, que tout le monde voulait voir. Grand fan de catch, le Shaq. Ouais, c'est ça. Qui a apparu aussi à la EW. Oui. Et qui a fait les débuts de Jade Cargill pour parler d'actualité. Jade Cargill qui est utilisé, je trouve, merveilleusement bien. Juste un tout petit point d'actualité, c'est incroyable comment ils en ont fait quand elle est arrivée, je me suis dit waouh, c'est quoi physiquement et tout, elle a l'air de super bien catchée, j'ai l'impression que la WWE c'est un flop total. Mais c'est parce que je pense, ce petit aparté actualité, c'est qu'en fait dans le ring, c'est pas possible, quoi. Malheureusement, c'est que tout le packaging est bon. Ouais. C'est exceptionnel, c'est écrit poli. Ah ouais, c'est... Mais en fait, c'est que dans le ring, elle est pas top. Elle était déjà pas top à la W. Ils ont tenté, par contre, eux. Alors qu'à la WWE, j'ai l'impression qu'ils veulent pas prendre le risque. On verra ce que ça donne. On repart sur le Big Show. On va sur le Big Show. Et donc, pour ma conclusion sur lui, ce qu'il a laissé, c'est que c'est un des visages marquants du catch. Beaucoup de gens connaissent le Big Show, hein. À l'époque NTA, tout le monde... il a eu une série comique sur Netflix. Ouais. En fait, cette série, je l'ai regardée. En fait, c'est une série qui a 20 ans de retard. C'est une série comique, comme on en a eu des centaines de milliers au début des années 2000. D'accord. Mais en 2023 ou 2022, enfin quand c'est sorti, c'était déjà complètement dépassé. Mais c'est une série. Je me suis pas affligé ça. Donc non, mais c'est une série comique. C'est une série comique, mais c'est pour dire que le mec est pertinent parce pertinent. Même en dehors du monde du catch, il est pertinent parce qu'il a sa série Netflix où c'est pas un documentaire, c'est une série comique, c'est un acteur. Ouais, un acteur. C'est pas sur sa vie. Il a fait plusieurs films. C'est l'un des rares catcheurs qui a eu les 3 titres des plus grosses fédérations aux États-Unis. Il a été champion ECW, bon, par la WWE, mais champion ECW, champion WCW, champion WWE. Mais c'est là où j'arrive, ce que je veux dire au début. C'est l'un des catcheurs qui a été le moins bien utilisé de tous les temps. Mais moi, j'allais te demander si tu considérais pas que c'était l'un des plus... J'allais te poser la question en un mot. Est-ce que c'était pas... Mais je te la reposerai tout à l'heure, mais est-ce que tu penses pas que c'est lui
peut-être l'un des catcheurs les plus mal utilisés de l'histoire de la WWE. Parce qu'il n'y avait pas plus de mieux à faire avec lui. Mais si, mais le truc c'est que pas que par WWE, Partout. WCW aussi. Partout, ouais. Partout, parce que quelqu'un comme lui, avec son physique, ses capacités techniques, parce que allez le voir avec Oui, WCW, il était capable de faire des dropkicks de la troisième corde. Il arrive à faire le saut carpé de Shawn Michaels. Il pouvait se prendre les prises de n'importe qui. On va parler encore une fois de ton catcheur préféré. Il est capable de se prendre un jackhammer de Goldberg en faisant la chandelle. C'est athlétiquement, c'est une anomalie de la nature, le Big Show. Et vraiment, ils auraient dû. C'est du pognon partout s'ils savaient bien s'en servir. C'est vraiment pour moi, c'est l'un des plus gros dommages du catch. On s'en souvient aujourd'hui parce qu'il a une longévité exceptionnelle. C'est un des catcheurs qui a une des plus longues longévités. Et puis il a l'air tellement sympa. Oui, il a l'air adorable. Vraiment, j'en parle souvent. J'avais un ami d'enfance qui avait regardé WrestleMania 24 avec moi. Et en fait, dans la promo avant qu'il affronte Mayweather, on le voit à sa cuisine avec des petites lunettes comme ça. Et il dit, mais on dirait un camionneur, il est trop gentil, quoi. Ouais. Je l'inviterai pas à bouffer. Ouais, ah bah moi. Mais il a l'air vraiment très gentil. Et en plus, on pouvait le booker comme un tueur. Moi, par exemple, et après je m'arrêterai là. Son run avec Chris Jericho, justement, le Jericho, j'ai adoré, quoi. Ah bah je crois que tu m'as toujours dit que c'est même une de tes équipes. C'est une de mes équipes préférées. WWE parce que Jericho est là, insupportable. Il prend la hit, il fait valoir ses adversaires, il s'en prend plein le cul. Et le Big Show, il est là juste pour prendre attaque et mettre une patate, quoi. J'adore ce truc, quoi. Il vient, c'est une patate suffit à terminer le match. Parce que c'est un monstre. Encore une fois, je reparle de ce match contre Mayweather. Durant la promo, il met son poing à côté de la tête de Mayweather, son poing fait la taille de sa tête. Et tous les géants, dans la globalité, ils ont été utilisés comme le Big Show, ça veut dire très très mal. Où ils sont pas capables de les rendre crédibles. Regardez Omos, regardez The Great Khali. Bah, Great Khali, on avait quand même l'impression que quand il te mettait un coup, tu le sentais passer. Omos aussi, mais c'est juste que les mecs font que de perdre. C'est vrai. En fait, ils ne font que de perdre, et le Big Show, c'est ça. Ils sont là pour mettre over l'adversaire. Mais du coup, à force de le faire revenir pour remettre en avant, bah, il est plus crédible. Et le Big Show, entre ça et ses turns, et ben en fait, c'était la girouette ultime. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, prochain nom, c'est un nom, ça me fait mal. Tu imagines même pas son utilisation à la WWE. Quand je regarde l'invasion, j'arrive pas à regarder. Tellement ça me fait mal pour lui. Tu parles de DDP, là. Je parle de DDP. Pour DDP, alors c'est incroyable parce que vous allez dire qu'on dit ça tout le temps. Leur phase WCW, je te demande vraiment quelques mots parce que c'est une émission qui tient à cœur. Oui, qu'on fera. Donc, les DDP sur la WCW, vraiment quelques mots parce que il aura son heure 30 il a son heure 30 de prévu et en plus, plus rapidement que ce qu'on pense. Ça marche. Donc, comme on dit, une des plus grandes stars WCW, alors que le mec n'était pas destiné à ça. Et c'est peut-être la plus grande star WCW, enfin l'une des créée par la WCW. Créée par la WCW et qui n'est pas une WO. Oui, voilà, oui. En plus. Donc vraiment l'adversaire ultime de la WO, quoi, en plus. C'est quelqu'un qui s'est lancé dans le catch très tard, qui était déjà très âgé. De base, il devait être que manager, mais lui, il a dit je veux catcher. Il avait une force de conviction et d'ambition. Et il a réussi à atteindre ce qu'il voulait. Et ce qu'on parle souvent de lui quand on parle avec Thomas en off, c'est un des catcheurs qui a une aura avec les fans exceptionnelle, quoi. Quand il venait aller regarder justement les shows de WCW, quand il vient, durant son entrée, il n'y a pas une personne assise. C'est vraiment le signe du diamant. Encore une fois, le finish aidait beaucoup son finisher. Son finish, quand je vois ce que la WWE a fait avec DDP, alors que ça fait 20 ans qu'elle promeut le RKO comme le meilleur finish de tous les temps, Otanoware de tous les temps, alors que DDP, c'est son finish. C'est un RKO. C'est RKO. C'est un cutter, voilà. C'est pas lui le créateur. Non. C'est lui qui l'a popularisé. Mais, et je me dis, l'utilisation, t'as encore quelque chose à dire sur la WCW ou on peut passer, Non, si on fait son émission sur lui, je peux skipper, quoi. Moi, son utilisation à la WWE, la rivalité contre l'Undertaker, c'est bien ça, hein. C'est ça. Alors, je vais vous dire, si un jour vous voulez la regarder, c'est simple, au tout début, quand il se présente que c'est lui, il enlève la cagoule sur le ring. Et là, les gens voient que c'est DDP, le public est fou, et la rivalité est finie. Faut pas aller plus loin. C'est exactement ça. Faut pas aller plus loin. C'est la rivalité la plus one-sided de tous les temps. En fait, il se fait
désolé du terme, il se fait pisser dessus toutes les Ah, semaines. mais son cul, c'est de la viande hachée à la Ouais, fin. c'est ça. Désolé, hein, on dit des c'est- termes, mais En plus, à l'époque, l'Undertaker, il est en American Badass. Il est avec son frère Kane, donc c'est les Brothers of Destruction. Il est gros à l'époque, l'Undertaker. Il donne rien. Il lui donne rien. Il lui donne même pas un bout de pain, quoi. C'est vraiment, il le défonce tout le long. sa femme, la femme du Taker le pin aussi. Le pin dans un match, ouais. Sarah Taker, l'ex-femme de Taker, le pin. Je vais parler d'un autre catcheur qui est dans cette rivalité, c'est Canyon, qui a servi pareil à se faire démolir. C'était le partenaire de DDP dans les storylines à l'invasion. Et ils se font débranler tout le temps, quoi. Vraiment, vous regardez les 2 matchs de championnat par rapport à ça, dans les matchs par équipe, y a rien. Y a rien. Et en plus, on lui donne un personnage horrible à DDP. Le Stalker. Voilà. Mec, il est marié à Kimberly Page, alors peut-être qu'ils sont déjà en instance de divorce à l'époque-là, C'est je ça. sais pas, mais qui est une femme exceptionnelle, sublime. Pour stalker Sarah, qui est, bon, allez, on parle pas de physique, hein, mais ouais, non, franchement, son utilisation en tant que stalker, ça me rend malade. Et je vous dis, quand je regarde de temps en temps des matchs de l'invasion ou des storylines ou des choses backstage, je n'arrive pas. Ouais, parce que Alors- c'est trop mal. Comme on a dit, on fera son émission sur lui, de sa carrière WCW pour que vous compreniez. Vous verrez ça plus tard, quoi. Mais moi, par contre, il y a un truc qui est important à dire, c'est qu'on n'est pas débile. On a conscience que la WWE n'allait pas en faire un top main eventer. Bah oui, parce on n'est pas con. Il arrive à l'invasion, il a déjà une quarantaine d'années déjà. Je me dis, ouais, je pense. Je dis même que il est logique que l'Undertaker gagne cette rivalité. Mais il aurait jamais dû la gagner comme ça. Non, ça aurait dû être de la compétition. Exactement. Voilà, c'est ça, et de le faire montrer. Et même si ça, ce serait des what if, quoi. C'est vraiment, on fait du fantasy booking. Mais en fait, on n'aurait jamais dû l'utiliser en tant que heel. Ça aurait dû être l'un du côté WCW, qui aurait dû rejoindre WWE, parce qu'en fait, les fans l'aiment trop, et qu'en fait, ce que dans la série d'invasion, c'était les Shane et Stéphanie qui dirigeaient, il dit non, je suis pas d'accord avec vous, vous êtes des pourris. Parce qu'en fait, lui, ça a toujours été l'anti-autorité, la WCW. Donc, il aurait pas dû être portrayé comme tu dis, un stalker, un malsain, alors que le mec, c'est l'un des premiers people champ. C'est l'image de la WCW. Ouais, c'est ça, l'image. L'une des images face de la Voilà, c'est ça. WCW. Pour moi, c'est un people champ qui n'a pas ce nom people champ. Mais je me dis, voilà, après je me dis, bien sûr que Taker gagne, c'est normal. C'est le Taker, DDP, encore une fois, WCW contre WWE, c'est normal. Et bien DDP, il aurait quand même pu à un moment avoir quelques victoires ou quelques trucs dans le ring. Après, tu peux faire une rivalité un peu plus disputée. C'est ça. Mais bon. Là, c'est horrible. Et en fait, ce qu'on retient de DDP, c'est ça, parce que après ça, il y a rien sur lui. Je vous dis, à WWE, c'est fini. Sa carrière est terminée. Après cette rivalité-là, il y a rien d'autre. Rien d'autre d'intéressant. Et en fait, on le retient maintenant pour ce qu'il a fait en dehors du catch. Le DDP Yoga. C'est ça. Parce que c'est quand même, il a un programme de yoga qu'il a développé lui, qui vend, en fait. Bah, si tu me permets, c'est très simple. Si aujourd'hui Jake the Snake Roberts est toujours en vie, c'est grâce à DDP. Et si Scott Hall a tenu aussi longtemps, 20 ans de plus après ça, 25 ans de plus par rapport à la WCW, à l'époque WCW, 95, il est mort quoi? Non, mais il a catché jusqu'en 2002. Hein, oui, non, mais je parle, s'il a survécu 25 ans, 20 ans de plus, c'est grâce au DDP Yoga également. 20 ans de plus, ouais, c'est ça. Et que Jericho arrive à perdre son bid d'alcool tous les 6 mois. Après ses tournées de Fuzzy. À ce qui paraît, c'est super le DDP Yoga. Ouais, c'est super. Et en fait, vraiment, le gars, il est reconnu maintenant pour ça, quoi. Et il vient souvent backstage, que ce soit à WWE ou à AEW. Il est tout le temps invité parce que c'est un grand esprit et ça a été un grand champion. Je te pose une question. Oui. Tu me réponds par un mot. Est-ce que le DDP Yoga, c'est mieux que le Simon System? Oui. Ah, ok. On continue? On continue. Petite note d'humour, ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai Booker T. Juste quand même. On parlait tout à l'heure de Vince Russo, qui devait pas prendre que de la farine. Buff Bagwell. Tu te rappelles de Buff Bagwell à la WWE? Ouais. Et tu te rappelles de Vince Russo, ce qu'il a dit? Oui. Alors, une anecdote de Vince Russo. Vince Russo, en parlant de Buff Bagwell, a dit qu'il était plus charismatique que Dwayne Johnson The Rock. Ouais. Si Vince Russo était dans le cinéma, on aurait Vin Diesel contre Buff Bagwell sur Fast and Furious. Imaginez. Imaginez.
Donc, Vince Russo, on met des petits pics comme ça parce que beaucoup d'autres collègues à nous en ont tellement parlé, donc nous, on va pas rentrer dans les détails. Mais ouais, Buff Bagwell, en fait, c'est l'une des, avec Booker T, justement, c'était les deux grosses stars qui ont été avec DDP, qui ont été embauchés à l'invasion. À l'invasion. Voilà, quand Vince McMahon fait le rachat de la WCW, il rachète les contrats de ces trois-là. On parlera de ceux qui n'ont pas été rachetés après, parce que leur contrat appartenait à Time Turner et Time Warner. Et en fait, les contrats étaient beaucoup trop chers. Et comme on a dit, c'est une des pires décisions à ever de pas avoir racheté ces mecs-là. Et cette nuit, j'ai eu une insomnie. Et quand j'ai une insomnie, je pense à nos émissions. La WWE, elle a toujours aimé le pognon, mais je pense qu'aujourd'hui, elle l'aime encore plus. Et je suis sûr que si aujourd'hui l'invasion, elle se passe en 2024, ils auraient racheté tout le monde. Ils auraient racheté tout le monde. La WWE aurait gagné. Le résultat aurait été le même. Mais par contre, le pognon sur lequel ils se sont assis à l'invasion, là, oui, ils auraient pris tout le monde. C'est ça. Et en plus, l'excuse en disant non, mais on voulait pas affaiblir nos mecs backstage parce qu'on s'était affrontés pendant tellement de temps. C'était du politique, ça. L'argent. Voilà. L'argent, le dollar. Le dollar, voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas cohérent par rapport à ce que la WWE fait aujourd'hui. Bon. Buff Bagwell, on dit l'anecdote parce que sinon on va nous le dire qu'on a oublié. Ouais, donc l'anecdote, apparemment, il s'est fait virer, parce qu'en fait, il venait pas aux entraînements, pas au show, et que c'est sa mère qui a appelé à sa place. Voilà. Et lui, il avait dit, il y a 3 personnes qui savent la vérité. C'est moi, Jim Ross, and God. C'est ça. Et Dieu. Et de base, aussi, ce qui a fait qu'il a été viré, et on s'arrête là, c'est que quand McMahon a racheté la WCW, il voulait faire un show WCW à part. Il voulait continuer de la faire vivre, et il a tenté de mettre le match de championnat Booker T contre Buff Bagwell à Raw, pour voir si les fans avaient envie de voir ça. Et ce match est une catastrophe. De toute façon, il aurait fallu mettre Booker T DDP. Bah oui. Mais bon, le problème, c'est que DDP, son cul, c'était déjà un chou-fleur. Presque. Bah, il avait déjà commencé en tant que Stalker, je crois. Donc, voilà. Mais là, ça aurait été un peu plus sympa que DDP, que Booker T, Buff Bagwell. Oui, parce que Buff Bagwell, en fait, en plus, in-ring, il avait pas un personnage dégueulasse à la WCW. Enfin, on va pas amuser. Mais in-ring, est-ce que je vous le conseille? Je sais pas trop. Allez voir Starrcade 97. Buff Bagwell contre Lex Luger. Bon. Moi, je récupérerai jamais ce temps. Si vous voulez aller le perdre, faites-le, mais voilà, 20 minutes de rien. Du vent. Comme les allocutions d'un certain président. Alors, on reprend sur ce que je disais. Booker T maintenant. Alors, Booker T, là, par contre, il y a beaucoup plus à dire. Ah oui, là, Booker T, je pense que voilà. T'as de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup plus à dire. Donc, Booker T, avec le WCW, on va pas parler de son passé, tout ça. Oui, il a eu des problèmes judiciaires. Il était en prison. On n'a pas parlé de Chris Benoit, les problèmes. On va pas parler de Booker T, les problèmes. Mais c'est quand même une ascension exceptionnelle, Booker T. Il commence en tant que catcheur par équipe avec son frère, les Harlem Heat. Ils deviennent très vite ils font partie des meilleures équipes du roster, quoi, avec les Steiner Brothers, tout ça. C'est une équipe exceptionnelle qui est pushée, face. Et dans le ring, en plus, c'est ça qui est bizarre avec les Harlem Heat aussi, c'est une petite anecdote. Moi, tu m'as toujours dit que c'est l'équipe où il y a le plus grand différentiel de talent entre deux catcheurs. C'est ça, ouais, merci, tu vas retrouver mes mots. C'est vraiment Booker T fait tout dans le ring, il était déjà très très bon, et il va être encore plus bon plus tard. Et son frère, c'est une catastrophe in-ring, quoi. Par contre, qui a une énergie débordante. Pour vous dire, moi j'aime bien ce parallèle, c'est un peu comme les Street Profits aujourd'hui. C'est Montresford qui est dans le ring exceptionnel, flamboyant, tout ce que vous voulez, et Angelo Dawkins qui est beaucoup moins bon dans le ring, mais qui par contre qui a une patate et qui a de l'énergie. Donc ça marche bien le match-up en fait. On avance dans les années de WCW, il décide de push en solo, et ce qui l'a lancé, c'est le titre des États-Unis où il affronte Chris Benoit et qui a démocratisé le Best of Seven. Les matchs 7 fois, les matchs 7 fois, c'est là vraiment où sa grosse rivalité commence. Et ils l'ont refait à la WWE quelques années plus tard. Contre Chris Benoit aussi. Oui, le même truc. Tu peux reprendre. Et il le push, et on arrive dans les époques Rousseau. Et Rousseau, c'est lui. Mine de rien, c'est peut-être un des seuls trucs qu'il a fait bien, c'est de mettre Booker T main eventer. Donc il devient champion lors d'un des pay-per-view les plus controversés et les pires de l'histoire, matchage de bitch de nul. Hogan, Jarrett. C'est ça, Bischoff, voilà, mayonnaise, salade. Voilà. Salade, voilà, tomate, oignon. Dans l'oignon. C'était de la merde. Ouais.
Reprends. Et donc du coup, c'est l'un des derniers grands champions de WCW avant la fermeture. Lui et Scott Steiner, quoi. Il se passe un peu la balle et au dernier Nitro qui est diffusé en même temps que Monday Night Raw. Où Shane dit que c'est lui qui a acheté. Ouais, voilà, que Shane a racheté. Il est champion à la fin du show. Et il arrive à l'invasion. Et en fait, ça aurait pu, dès le début, très mal se passer pour lui. Parce qu'il a fait tuer Steve Austin. Il doit intervenir dans le match. Et en fait, il lui fait un body backdrop sur la table des commentateurs. Et en fait, il va un peu trop comme un... Il est comme un fou, puis je crois qu'il a pas dit qu'Austin, en fait, était plein de sueur et... Ouais, qu'il a glissé. J'ai glissé chef. Donc, déjà, à ce moment-là, ça a fait très mal se passer. Bizarrement, ça n'a pas été. Bon, ça a été, heureusement. Pour Austin, ça a été, ouais. Ouais, pour Austin, ça a été. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est Austin qui a calmé les gens en disant, ouais, non, mais ça peut arriver, quoi. Et il se lie très vite d'amitié avec Shane, Booker T. Ils vont faire un duo superbe durant l'invasion. Booker T est très très bien utilisé durant l'invasion. C'est l'un des seuls WCW bien utilisé, quoi. Parce qu'il a en rivalité contre The Rock, contre Steve Austin. Il drop son titre à The Rock, le titre World. C'est le plus grand nom de la WCW à l'invasion. Oui. Aucun débat. Donc il passe toute cette période-là. Il a des segments ultra marquants parce qu'en fait on se rend vite compte, on s'en rendait pas compte à la WCW à part le Spinner Rooney qui est mythique, qui était un peu comique. À la WWE, il est vraiment basé là-dessus, quoi. Il est crédible dans le ring, vraiment on le prend au sérieux, mais dans les segments il est souvent clownesque, quoi. On se souvient tous avec Steve Austin dans le magasin. Vraiment là où il le dégomme dans tout le magasin. Moi je me rappelle des segments où il passe les auditions avec The Rock, c'est un petit peu après. Ouais, ça m'a tué ça. Bah il passe pour un clown aussi en rip-off de la WWE aussi. Bah, sur sa tête, il le vend bien quand même les segments comiques, je trouve. Les segments, c'est ça, avec le Can You Dig It Sucka, tout ça. Et il est en mid-card. Après ça, il fait partie des victimes de Triple H en l'ère de la terreur, évidemment. À WrestleMania. À WrestleMania 19. Où moi, ce match, je me savais même pas qu'il avait eu lieu. Ouais, c'est quand on a préparé l'émission, je me dis, putain, ils se sont affrontés. En plus, c'est l'une des pires storylines, on va dire, écrites, parce que c'est basé sur du racisme. Donc, il y a rien à sauver. Et le match, vraiment, ouais, c'est nul. Il y a rien. En plus, on essaie de le pusher en tant que babyface face à Triple H. Il perd sur un seul finish, quoi. C'est vraiment aucune combativité, quoi. Post ça, il traîne en mid-card, souvent en équipe, avec Rob Van Dam. Goldust. Et ensuite Goldust, où c'est Goldust qui le veut avec lui, et qui lui dit non, 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 et plein de segments comiques lui disaient j'adorais cette équipe. Ouais, bah oui, parce que t'es comme moi, t'es un fou comme moi, il faut qu'on soit ensemble. Les segments à Raw de cette période sont vraiment rigolos entre les deux. Derrière, il se fait drafter à SmackDown plus tard. Où justement, il a de nouveau sa rivalité contre Chris Benoit qu'on parlait. Et il y a rien, quoi. On en avait parlé en off. Il affronte le Boogeyman à WrestleMania 22. Et il a peur de son pyro. Il a peur de son propre pyro. Il est avec sa femme déjà à l'époque. Et on se dit, bah, c'est moins fini, quoi. Il met en avant un personnage. Ah oui. Ce sera un mid-carder tout le temps. Et il arrive à se réinventer. On lui donne l'opportunité de se repoucher. On le fait gagner King of the Ring. Il bat Rey Mysterio. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est lui qui casse le premier règne de Rey Mysterio. C'est lui. Et là, il change totalement de personnage. Sa femme devient Queen Charmel. Queen Charmel. Lui devient le King Booker. Et c'est, je pense, le seul, tu me diras peut-être si je me trompe, c'est le seul qui a pris la gimmick de roi après avoir gagné le King of the Ring qui a marché. Où c'était bien. Et qui a fonctionné. Oui. Parce que tous les autres, ça n'a pas marché. Hein. Oui, mais parce que lui, il a King vraiment... Barrett, King Sheamus... mais lui, il est devenu le roi. Il parlait à sa cour. Il avait sa reine. Il levait son petit doigt, je me souviens, ça me marquait, il levait son petit doigt quand il parlait. Et il a été très très bien poussé. Il est resté King Booker jusqu'à la fin de son contrat. Derrière, il est parti à la TNA. Moi, c'est quand il affronte Triple H, quand Triple H revient de blessure. Pour faire le match 3 contre 3. Où Triple H est le King of King. C'est ça. Et Booker T, c'est le King Booker. Voilà, il a été très bien utilisé jusqu'à la fin. Comme je dis, après, il part, circuit indépendant TNA. Il a une bonne carrière derrière. Et
actuellement, c'est aussi un des visages encore marquants du catch. Il Ben. est toujours là. À NXT, il est ultra important. L'NXT actuel, c'est lui qui est le mentor de Roxanne Perez. Il a une école de catch où il y a encore un Samoan qui est là-haut. C'est quelqu'un d'important. Il a été commentateur longtemps. On le voit toujours dans les panels. Dans les panels, ouais, ce que j'allais dire. C'est ça. C'est l'un des rares double Hall of Famer. Oui, avec la Harlem Heat. Avec Harlem Heat et en tant que Booker T. Et puis, c'est aussi, excuse-moi, je te coupe, c'est aussi il est devenu, WWE Guy. C'est ça. Il a réussi à se enlever son image WCW. C'est devenu un mec de la WWE. Voilà. Et aujourd'hui, on se rappelle de lui pour plus ce qu'il a fait à la WWE. J'ai failli tomber de la chaise. Sauf si on est des boomers comme nous, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, moi, je me souviens de tout parce que moi, il me marquait quand j'étais petit. Parce que comme je Pineroni, dis, c'est magique. le scissor kick aussi. Ah ouais, c'est fini. Justement, autant le bookend, c'est un rock bottom, Ouais. autant le scissor kick, je l'ai jamais vu ailleurs. Voilà, il y a Air-Trousse qui l'a refait plus tard. Ouais. Mais dans les segments comiques et dans la façon de vendre, Tout, et il a un physique exceptionnel. Surtout à l'époque WCW, début de WWE, il est huge, quoi. Il est face à The Rock, il est plus baraqué que The Rock, quoi. The Rock à l'époque n'était pas comme maintenant aussi. Mais c'est vraiment, il a le physique d'une star, et vraiment, c'est l'une des premières stars afro-américaines qui a autant marché. Ah, mais il était classe, moi j'adorais. Ouais, moi aussi. J'adore encore, hein. Alors sa voix m'insupporte quand il est dans le panel. C'est parce qu'en fait, il est pas bon, comment. Mais par contre, ouais, moi, je serais toujours content de le voir. Et je me rappelle de la pop qu'il a vu, on finit là-dessus pour Booker T, qu'il a vu quand il était venu une fois à un Rumble, Un Rumble, où mais les gens étaient super contents de le revoir et où il refait le Spinaroni. c'est ça. Je me demande si c'est pas quand il y avait le Nexus de CM Punk, où CM Punk est dans le ring, Si, c'est ça. où c'est eux qui sont exactement ça. tout C'est seuls, exactement ça. et là Booker T arrive. Ouais. Ah, j'adorais. Voilà. Autre petite anecdote, il avait même revenu sporadiquement pour essayer de pusher Cody Rhodes aussi. Oui. Parce que comme il était par rapport à Goldust, tout ça. Donc peut-être, on va pas faire la fin de l'émission tout de suite, mais c'est peut-être celui qui a le mieux marché au final. Mais c'est peut-être aussi celui qui a le mieux marché, parce que de tous les noms qui nous restent, il en reste 4-5, c'est peut-être le seul, à part celui qu'on parlera, mais qui avait encore l'âge pour avoir une carrière un peu plus longue à la WWE, et qui était en état d'avoir cette carrière-là Au niveau du physiquement. physique. Parce Parce que que là, on bon. va arriver sur ceux qui n'avaient plus le physique. DDP, il avait déjà un certain âge. Là, on va parler de Nash, de Hall. Bon, les mecs, ils étaient, Nash, bon, il était déjà cassé de partout. Steiner, il pouvait plus catcher. Ouais. Bon, Sting, il est arrivé à 15 ans après. Scott Steiner, à cette époque-là, il arrivait plus au niveau du physique. Il Non, réussit à catcher derrière, quoi. Oui, mais parce que trop monstrueux physiquement. Trop. Ouais. Mais le prochain nom, là, pareil, alors. Messiah, on est à 1h07 d'émission. Mhm. Donc, on peut encore tourner pendant 45 minutes. Comme ça, je te dis où on en est. Là, c'est Ric Flair. Alors, je vais skipper toute l'utilisation de WCW. Parce que Ric Flair, il y a trop à dire. Il y Tu a peux trop à pas dire parler de parce que Ric Flair déjà- en 5 minutes. Parce que déjà, il y a WCW avant qu'il arrive à WWE, à la post-invasion, mais il a fait déjà la bascule plusieurs fois. Ah oui, une fois, notamment en 92, Oui, voilà. meilleur c'est ça. Rumble de l'histoire. Meilleur Rumble de l'histoire. Allez. Dans les top 3 des meilleurs Rumble de l'histoire, Top comme ça on 3. se laisse une marche. On Un se jour fait. on veut faire Oui, parce que un j'aime top. beaucoup celui que McIntyre gagne avec le retour de Edge. Et Goldberg, n'importe quoi. Ah. Brock. Avec le début avec Brock Lesnar, c'est un de mes préférés aussi. Ouais. En fait, Ric Flair, donc on va parler de justement post Monday Night Wars, en fait. Ok. Il arrive le lendemain de l'invasion. J'allais le dire. Donc Vince McMahon, et ce qui est incroyable, c'est là où on voit la magie des fans de catch qui sont des poissons rouges, parce que McMahon, Kurt Angle trahit Steve Austin pour faire gagner la WWE au dernier show à SummerSlam, et en fait Vince McMahon arrive dans le ring avec Kurt Angle, ils sont heel, alors qu'ils étaient face la veille, quoi. Mais Et Steve Austin arrive et face. légende de toute façon, Steve Austin. Ouais. Ils ont jamais pu Steve Austin. Il porterait un stunner sur un gamin, il serait toujours over. Faut toujours, ouais, non mais c'est ça. C'est Steve Austin. Mais c'est surtout que Kurt Angle était un face exceptionnel durant la période de l'invasion. En fait, le meilleur truc de l'invasion, c'est Kurt Angle. Tu m'embêtes parce que je sais que c'est toi l'expert, mais moi de temps en temps j'essaye quand même d'exister. C'est ce que j'allais dire. Je considère que l'invasion, le meilleur truc qu'on est sorti, c'est Kurt Angle. Ouais, c'est ça. Kurt Angle pour Ouais. franciser.
Et Vince McMahon se congratule avec Kurt Angle, tu es un vrai héros, tu as sauvé la WWE avec nous, je vais te faire de toi le champion, tout ça, et je suis le seul et unique propriétaire de la WWE, et là, la musique de Ric Flair arrive. Les gens sont fous, je Les gens pense. sont fous, hein, Parce que les gens l'ont toujours adoré. ouais, c'est ça, ouais, tout le temps, de tout temps. Il arrive, il dit non, j'ai acheté les parts de Shane et de Stephanie, donc en fait, on est tous les deux propriétaires. Voilà, Vince McMahon, DEG, voilà. Et dans la storyline, bah, du coup, c'est Linda McMahon qui tranche. Souvent, ce qu'elle faisait dans les storylines, donc la femme de McMahon, venait trancher certaines décisions quand lui, il n'arrivait pas, il était trop fou, quoi. Donc, Vince s'occupe de SmackDown, Ric Flair s'occupe de Raw, et on a le premier draft. C'est de là où il vient le premier draft. C'est-à-dire que, à l'époque là, Raw SmackDown, c'est parce que je te demande, hein, pour que les gens qui se rappellent pas de tout, Raw et SmackDown existent déjà tous les deux, mais c'est un show où les catcheurs, il n'y a pas de, il y a pas un roster pour l'un, un roster pour l'autre. C'est deux shows. Deux mêmes brands. C'est deux shows. C'est la même brand pour les deux. C'est le même roster. Voilà, c'est le même roster pour les deux, merci. Surtout non, pas à l'époque, mais après, derrière, on a eu qu'un seul titre. Donc, quand il y a eu le rassemblement entre les deux. Là, il y avait encore le titre WCW qui était là, et le titre WWF. Et après, il y a eu l'Undisputed Champion par Jericho. Et donc ce run là de Ric Flair, c'est une rivalité avec Vince McMahon. Donc ils se tirent la bourre, ils interviennent dans les matchs de leur star, tout ça. Ils s'affrontent à SummerSlam 2000. Non. Je sais qu'ils s'affrontent dans Ric Flair, Vince McMahon, hein. Ouais, c'est ça, Ric Flair, Vince McMahon, ils s'affrontent. J'ai plus chaud, je sais plus si c'est. Bah, alors on est forcément après 2001. Oui. Ou alors on est fin 2001 ou début 2002, vu que l'invasion s'arrête en 2001. Ouais, c'est ça. Match sanglant, tout ça. Et en plus, Ric Flair reprend un peu espoir en lui. Parce que à son dernier match de WCW, il catch en t-shirt parce qu'il avait honte de son physique. Contre Sting. Parce qu'il avait honte de son physique. Et en fait, il reprend un peu de popularité parce qu'il pensait que les gens n'allaient pas l'aimer à WWF. Alors qu'il avait atteint la caste des intouchables. C'est ça, des légendes et des icônes. Le match contre McMahon est très bon. Bon, ben, sans, comme d'hab. Et après ça, il a une autre très bonne rivalité. C'est contre le Taker. Pour WrestleMania 18. Où ils mettent son fils, non, dans l'équation, oui, dans un truc comme ça. Le Taker éclate David Flair. Paix à son âme. Paix à son âme. Vraiment, c'est une très bonne rivalité. Et au début, Ric Flair veut pas l'affronter. Et c'est Taker qui pousse à dire, tu vas m'affronter, Mania, j'ai besoin de te battre, en fait. Je vais te rendre célèbre dans sa... Le début de la reconnaissance de la streak. C'est l'une des premières fois, ouais. Reconnaissance, parce que quand Taker gagne, il fait un signe de 10 avec ses mains. Et ce match est très bon. Il est vraiment très bon. Et en plus, il y a un caméo d'Arn Anderson qui montre toujours que il a le meilleur spinebuster du business et que personne lui enlèvera. et c'est l'un des rares bons matchs du Taker de cette période, je précise. Et après ça, il tombe un peu dans les lames. Il affronte un peu Steve Austin, un peu le Big Show. Il recommence à un peu tomber dans sa dépression parce qu'il n'est pas utilisé, il traîne en backstage, vraiment rabougri. Et puis c'est un mec, excuse-moi, c'est un mec qui a toujours aimé le spotlight. Toujours, il a besoin de ça pour vivre. Et c'est le genre de catcheur Dalida, je vais mourir sur scène. Ric Flair. Petit aparté, son deuxième vrai dernier match, hein, on va pas dialoguer. Il s'est eu une crise cardiaque quand même dans le match, ce qui est pas terrible, quoi. Bref. Mais donc il traîne en backstage, il n'est pas utilisé. Et qui va venir le sauver? C'est tonton Hunter. Ben voilà, c'est tonton Triple H qui vient, qui se dit mais attends, c'est mon catcheur préféré, si j'en faisais mon manager. Si le mec peut dire toutes les semaines, c'est toi le meilleur Triple H, ouais, c'est tout bon pour ma carrière. Voilà. Et donc du coup, énorme parce que c'est un duo génial, les deux ensemble. Ça marche parfaitement bien. Ça va même devenir un quatuor exceptionnel. Bah oui, parce que ça a donné l'évolution derrière. T'as vu la petite passe que je viens de faire? Ouais, c'est ça. Et pareil, regain d'énergie dans la carrière parce que l'évolution, il fait monter des jeunes. Il montre que Triple H est le meilleur champion. Dans le ring, il délivre toujours. Post ça, il devient face. Il arrive à avoir je vais un peu vite. Hein. Non, moi je voulais juste faire une toute petite parenthèse. On dit souvent, par exemple, qu'un mec comme, aide-moi, j'ai un trou de mémoire, comme Foley a fait la carrière de
de Orton. Enfin, il a lancé Orton en solo. Enfin, oui, Ouais. mais Flair, il a fait beaucoup pour Orton et Batista quand même. Bah, bien sûr, surtout pour Batista. Batista n'en tarira jamais d'éloges. Il a été champion par équipe avec lui. Il a écouté beaucoup ses conseils, ce qui a donné beaucoup à sa carrière. C'est Ric Flair normal. Il est considéré par beaucoup de fans de catch comme le meilleur catcheur nord-américain de tous les temps. Parce qu'on parle souvent des catcheurs qui font l'autre catcheur dans le ring, comme Ric Flair avait fait pour Sting au début des années 90 par exemple. Ricky Steamboat aussi. Mais voilà, mais il y a aussi ce que Flair a fait backstage pour Triple H, bon, qui était déjà Triple H, mais pour Batista et je pense pour Orton aussi. Bien sûr, bien sûr. Je voulais juste... Et même pour d'autres. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, justement, ce qui amène normalement son vrai dernier match, et qui est l'un des meilleurs matchs. De toute façon, il n'y a rien après. Hein. Ouais. Pour moi, il n'y a rien après. Hein. C'est pareil, Shawn Michaels a été ravi de pouvoir travailler avec Ric Flair à son retour. Parce que les deux s'étaient rencontrés dans les années 90. Shawn Michaels, son catcheur préféré, Ric Flair. Et là, on arrive des années après sa blessure, ses problèmes d'alcool, tout ça, il peut de nouveau être en rivalité contre Ric Flair. Donc ils se sont beaucoup croisés à l'époque de l'évolution. Et on arrive avant WrestleMania 24, avant son match de retraite, où il choisit Shawn Michaels quand même. Il choisit même pas Triple H pour le coup. D'ailleurs, sans faire exprès, il a parce que j'ai parlé de Foley il y a 30 secondes, il a un très bon match contre Foley. Et d'une violence incroyable. Assez violent. Et en plus, les deux, on voit deux professionnels parce que les deux c'est Ric Flair qui a du mal de Foley dans... Qui disait que c'était un cascadeur glorifié. C'est ça. Et qu'en fait, alors que Foley adore Flair, il a pris très mal. Ils en ont discuté, ils se sont dit, on va faire une rivalité là-dessus parce que c'est deux vieux roublards old school, on va faire du pognon et tout. Et c'est incroyable de voir Ric Flair à 60 ans de se prendre des punaises dans le cul. Mais Ric Flair, après, de toute façon, il avait atteint le niveau de légende. C'était l'icône, et il était intouchable. Et Ric Flair, moi, j'en garde le souvenir beaucoup avec Batista, où moi, je me rappelle l'image d'évolution que j'adore, c'est quand ils sont tous les 4 champions. Oui. Orton, Intercontinental, Triple H. Champion du monde poids lourd. Et les deux champions par équipe, et je me dis, ouais, c'est quand même sympa de... Et moi, je me souviens que quand parce que je l'ai connu à la WCW en étant pion, c'est ses promos. Je voyais, c'est qui ce vieux fou, qui devient tout rouge. Qui devient tout rouge et qui saigne à chacun de ses matchs et que ses cheveux blonds se transforment en rouge. C'est toute une imagerie, quoi. Ric Flair, c'est Ric Flair, quoi. On parle pas de la TNA. On parle pas de son dernier match. Et ça s'arrête à Shawn Michaels. I'm sorry, I'm love you. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est le mec qui a eu les plus beaux... C'est la dernière phrase qu'on dira sur Ric Flair. C'est le mec qui a eu peut-être les plus beaux adieux à la WWE. Malheureusement, il a recatché derrière, mais entre l'émission, je pense... Entre le Hall of Fame, Mania et le Raw du lendemain, ouais. C'est le seul actuellement qui a eu ça. Alors, ouais, oui. Même Taker a pas eu ça. Non, même Taker a pas eu ça. Ouais. Alors, là, on enchaîne avec la NWO. Déjà, c'est parce que c'est juste le lendemain de la fin de la rivalité avec Ric Flair. Toujours entre Vince. Toujours. Oui, voilà. Avec Ric Flair parce que il vient de perdre. Il a perdu encore une fois contre Ric Flair, Vince McMahon. Et il y a ta promo, l'une de mes promos préférées de tous les temps. C'est quand Vince McMahon en fil rouge de l'émission, parce qu'en plus c'est une promo qui est coupée en plusieurs morceaux, où il amène l'arrivée de la NWO, où vraiment il est en mode psychopathe démoniaque et où il dit t'es en train de détruire mon entreprise que j'ai créée, c'est pas normal, je supporte plus ça, du coup je vais tuer moi-même mon bébé en lui injectant une dose létale de poison. Et quand il se retourne. Et il se retourne et il a tagué NWO sur son siège et il le dit. Et ça annonce leur arrivée. Donc la NWO, on va un peu changer ce truc de la structure. On va pas parler de leur carrière d'avant. Ça a été documenté énormément de fois. Les trois, on va vraiment pas en parler. Il y en a un, on va pas en parler du tout, je pense. On va juste dire le mot de son arrivée et après on va s'arrêter là, c'est Hogan. Ouais, Hogan, il y aurait trop à dire. Donc le seul truc que je vais dire sur lui, c'est que le McMahon a voulu le faire arriver en NWO pour surfer sur ce qu'il a été à la WCW. Hulk Hogan. Hollywood Hulk Hogan. Là, il voulait surfer sur le Hollywood Hulk Hogan. Oui, il voulait oui, voilà, c'est ça. Et en fait, il a très mal anticipé ce que les fans voulaient, c'est que les fans de WWF n'en avaient rien à foutre. Et c'est pour ça ce qui donne l'un des matchs les plus lunaires de tous les temps et qui aurait dû être le main event de WrestleMania 18 s'ils avaient su ça, alors que tout le monde le savait, sauf eux. Ben justement, Hogan The Rock. On en a parlé, où si t'enlèves le public, c'est 1,5. C'est 1,5, et avec le public, c'est 18. C'est 18 étoiles. Ouais, c'est voilà. ça.
C'est vraiment la foule, en fait, veulent voir Hogan faire ses poses plastiques, veulent le voir vraiment comme le super-héros qu'il était dans les années 80, quoi. Et The Rock, est obligé de faire le heal durant le match, parce qu'il voit la foule et tout ça, il réagit parfaitement bien. C'est un match avec une aura incroyable. Et derrière, il est très vite enlevé de la NWO, il devient très vite rouge et jaune, pardon. Il prend le titre, ça c'est une erreur pour moi. Il prend le titre à Triple H, pour WrestleMania 18. Il le perd contre le Taker juste après. Il met un peu over Kurt Angle, il abandonne sur une prise de Kurt Angle. Je crois que c'est les seules fois de sa carrière où il a mis des gens ouverts, non? Oui, c'est son seul run où il a accepté de se coucher. Ouais. Brock? Et Brock, c'est ça. Ouais, par contre, il peut pas prendre un F5, du coup, il perd sur une prise de l'ours. D'ailleurs, tu parlais de WrestleMania 18, c'est ça? C'est ça. Où il y a eu des problèmes backstage, enfin, où on sait qu'il y a eu des soucis d'ego, parce que pendant que Hogan était là face au Rock, l'autre membre de la NWO était face à Steve Austin, et Steve Austin, il l'a eu un peu... Il a eu très très mal, parce que il affrontait Scott Hall. Ouais, Scott Hall, Steve Austin, c'était lui la vraie grosse star, plus que The Rock, à l'époque, et c'est pas lui qui a Hogan. Donc, Vas-y, termine. Et du coup, Scott Hall, déjà, il arrive avec ses copains, mais on sait qu'intérieurement, il y avait déjà plus rien. Tu peux me laisser reprendre le relais pour Scott Hall, si tu es d'accord. Vas-y. Moi, je considère que on parle des superstars de la WCW. Scott Hall en a été une. Quand il arrive à la WWE en 2002, oui. C'est plus une superstar. Non. Bah non, parce qu'il y avait déjà eu tous les problèmes qui étaient passés. Et il est là parce qu'il fait partie de la NWO, mais il est plus une superstar. Le seul truc qui fait de bien, c'est que c'est le deuxième meilleur seller du stunner. Ah oui, quand il l'oversell du stunner. Ah oui. Et puis c'est lui que Stone Cold attrape avec un piège à loup. Non, ça c'est avant, c'est avec DX. Ah, à chaque fois je confonds. Hein. Voilà, c'est avec DX, c'est Billy Gunn. Et que tu te verses de la bière, tiens, ça va soulager. Voilà, je croyais que c'était ça. Ouais. Donc du coup, Hogan, je pense qu'il y aurait tellement à dire qu'on va encore le dire, mais une émission sur Hogan. Non, ce sera pas une émission sur Hogan. Ce sera une saison sur Hogan. Une saison sur Hogan. Et si on parle juste de la politique de Hogan, on en a pour. C'est bon, ça y est, la chaîne elle est abreuvée jusqu'en 2032. Voilà, c'est ça. Hogan, il y a beaucoup à dire. Et puis, mais il y a beaucoup à dire, mais après le run est plutôt court. Oui. Et puis on en revient sur ce qu'on disait. De toute façon, tu capitalisais sur le d'Hogan, pardon, parce que c'est Hogan, mais un Hogan qui avait déjà 45, peut-être 50 ans. Et encore une fois, il rentre pas trop dans cette catégorie-là, parce que de base, c'est la grande star du catch. Si Ric Flair est une icône, Hogan est tout dessus, non? Oui, bien sûr. Il y a pas de débat. Moi, je trouve actuellement, souvent, on se pose la question, quelle est la star américaine du catch la plus élevée? Moi, encore actuellement, je dis que c'est Hogan, par rapport à tout ce qu'il a fait. Voilà, parce que là, maintenant, les gens parlent de The Rock. Oui, mais The Rock, il a obtenu cette aura au cinéma. Oui, c'est par le mainstream. Voilà, Hogan, c'est vraiment, il était dans le mainstream, mais tout est venu grâce au catch. Mais on parle des pop, des pop qu'Hogan a eu, mais est-ce que Austin, moi je sais que John Cena, il arrive à la cheville de Hogan en termes de popularité. John Cena, qui a été vitrine de la WWE pendant une dizaine d'années, il touche pas Hulk Hogan au genou. On est d'accord. On est d'accord. Roman Reigns, monstrueux, mais pareil, en termes de popularité. En fait, si on prend les trucs dans son contexte et dans l'époque, non, c'est pas le cas. Le nom WWE est plus fort que le nom Roman Reigns. Alors qu'avant, Hulk Hogan et en fait, Vince McMahon a toujours eu peur de ça, c'est pour ça qu'il l'a jamais vraiment refait. Il a voulu le faire avec Steve Austin. Steve Austin, mine de rien, c'est parce que c'est une étoile filante, Steve Austin. Oui, parce qu'il est très court. C'est très court quand Hogan, mais Austin, je pense peut-être que c'est celui qui a ramené le plus d'argent. Ah oui. Dans le contexte, c'est celui qui a ramené le plus d'argent. Et c'est celui qui aurait pu avoir, je digresse 30 secondes, c'est celui qui aurait pu avoir la plus grosse pop de l'histoire du catch. C'est à la place d'un gong, je veux le dire parce que je trouve que la WWE elle est passée à... Si aujourd'hui on devait faire une émission sur les ratés de la WWE, pour moi ce serait le premier. Voilà, avec WrestleMania 40. Le dernier. C'est pas, alors, content du gong de Taker, content de voir Taker arriver, content de voir Taker mettre un quoi? Un Shoxem à The Rock. Un Shoxem à The Rock. Mais si c'était un stunner d'Austin sur The Rock. Le bris de glace, je pense que ma télé, elle tremble. Tellement les gens il y aurait eu, je pense que la pop de janvier 2000, c'est ça? Ou 2001?
Quand Mankind garde le titre. C'est le 4 janvier 2000. 2000. Je pense que Parce que pour vous situer, c'est quand Mick Foley prend le titre à The Rock avec l'intervention de Steve Austin. Regardez. Et que en même temps, il y a Finger Poke of Doom. Ouais, mais regardez l'entrée quand il arrive, le bruit de gong, la salle qui explose. Mais là, je pense que c'est le stade qui a explosé. Oui. Je voulais le dire parce que c'est un des trucs aujourd'hui C'est un regret. C'est un regret que j'ai aujourd'hui. Un regret de fan de catch. Parce que j'aurais tellement voulu voir Stone Cold Steve Austin et The Rock ensemble sur le ring. Mais surtout qu'il avait catché l'année d'avant contre Kevin Owens. Putain. Vraiment. Et puis avec leur rivalité, c'était legit. Après, il y a peut-être la saison de la chasse. Shawn Michaels qui cherche le Garibou à coup de stunner et Shawn Michaels à coup de substitut de musique et Stone Cold à coup de stunner. Oh Adam. C'était magique. Voilà, donc du coup on va parler du dernier membre de la WO parce que je pense que c'est celui qui rentre le plus dans le critère de ce qu'on... c'est celui... Alors Booker T s'est fait tuer par Triple H, mais Booker T, Triple H, ils étaient pas ensemble. Enfin, c'était pas des... Là c'est Kevin Nash c'était un membre de la clique. Oui, c'est ça, son pote normalement. Il l'a un peu violé. Donc Kevin Nash arrive avec la WO, on veut vraiment le pusher très vite, sauf qu'il se blesse. Le problème c'est qu'il est déjà fini. Physiquement il était déjà KO. C'est les genoux lui, non? Oui, avec sa grande taille plus son poids, forcément oui, ses jambes ont pris beaucoup, et la hanche. La cheville aussi. Et là c'était la cheville, oui, avec ce fameux cri quand il se casse la cheville dans le ring, le TAP! Vraiment le pauvre, et donc du coup et après, cette blessure-là arrive après, en plus je me trompe, parce que notre période NWO de base, il aurait dû catcher à WrestleMania 18, mais il était déjà blessé au triceps. Donc vraiment. Ah oui, c'est pour ça qu'il est pas là. C'est pour ça qu'il est là et qu'il catch pas. C'est pour ça qu'il est juste là pour faire un petit peu le running quand ils s'en prennent à Hogan. C'est ça, et qu'il se prend un stunner, c'est tout. Parce qu'en fait, il peut pas catcher, il est blessé. Donc vraiment, il a enchaîné son arrivée en tant que NWO, c'était qu'un enchaînement de blessures. Il sert au retour de Shawn Michaels. Oui. Le retour en tant que NWO pour dire que Shawn Michaels, qui est le chef de la clique, est dans les deux, dans DX et NWO. Alors qu'il y en a qu'un seul qui a vraiment fait les deux. C'est X-Pac. C'est ça. Vraiment. Le vrai, c'est X-Pac. Le vrai, c'est X-Pac. C'est ça. Le vrai. Qu'on aurait pu en parler aussi dans cette émission, pour le coup. Parce que lui, c'est un des seuls qui a fait la passerelle entre les deux. Et au milieu du show. Vraiment. En fait, c'est lui la vraie porte interne, pour le coup. Oui, mais non, parce que on était sur un catcheur qui était quand même, c'était pas une star du tout. Et puis qui était quand même marqué, WWE. Enfin, WWF, à plus, parce que vraiment, en tant que Six, il a pas marqué, quoi. One Two Three Kid. C'est ça, on se souvient de lui en tant que One Two Three Kid, il était X-Pac, mais pas en tant que Six. Bien sûr. Très souvent. Bien sûr. Mais Nash, le problème, c'est le problème qu'il y a tous ces gars-là, c'est quand on dit que finalement, ils ont tous été mal gérés, c'est quand on se rend compte que finalement, c'est pas qu'ils ont été mal gérés, c'est que beaucoup étaient finis. Étaient finis, ouais. Et donc il revient plusieurs fois de blessure, et dans notre fil rouge, dans le règne de la terreur de Triple H, il décide d'affronter son pote Kevin Nash. Et en fait, il va le buried, vraiment l'enterrer totalement. Il lui donne rien. Il lui donne rien. Franchement, il lui donne rien. Si il y a un match qui finit par disqualification où Kevin Nash sort fort, on va dire, il lui met un jackknife à travers le table des commentateurs. Mais derrière, il y a les lignes de sel. C'est là où il y a Mick Foley qui est un arbitre. Qui est un arbitre, oui. Utilisation de la caisse à outils. Clin d'œil. Et vraiment, il ne sert à rien, quoi. Et derrière, il a une rivalité, on va dire, fade avec Chris Jericho. Mais je vais te redonner la parole par rapport à ça. Moi, je sais plus, c'est le contexte, mais il y a l'histoire où il faut je crois, ils ont un match par équipe, on a besoin de quelqu'un. Ah bon, on peut appeler Kevin Nash, t'as Jericho qui dit non, on peut pas l'appeler parce que c'est le genre de mec qui va se blesser en décrochant son téléphone. Voilà. Elle est tellement gratos. C'est gratuit, et en fait, ça résume tout. C'est Kevin Nash à l'époque, il y a rien. Et lui, ce qui a laissé plus tard, c'est que derrière, son contrat s'arrête, tout ça. Il fait aussi des choix indépendants, la TNA, des très mauvaises utilisations. Pour moi, j'adore quand il revient à la fois au Rumble en diesel. Voilà, en diesel, c'est cool parce qu'ils le font venir en diesel. En diesel. Le mec, quand même. Par contre, derrière, ils font une des trucs les plus improbables et des catastrophiques, c'est quand même quand il vient défoncer CM Punk en 2011, quoi. Ah non, mais... Et qu'ils avaient prévu de faire cette rivalité-là, mais derrière, ils raffrontent Triple H. C'est-à-dire qu'ils l'ont refait 15 ans plus tard, quoi. Ah ouais, non, mais après, par contre, je peux comprendre que Vince McMahon a toujours été amoureux de Kevin Nash parce qu'il est magnifique.
Qu'est-ce qu'il est beau, l'enculé. Ah bah lui charismatique, on était bien quand même. Ah, c'est peut-être, est-ce qu'on n'a pas, je parle juste de charisme, hein. Est-ce qu'on n'est pas sur un top 10 Oui, on est dans un top 10 sans du monde du sans catch, débat, hein. dans le monde du catch sans Qu'est-ce débat. qu'il était beau, quand Il même. a laissé une empreinte, parce que c'est vraiment un nom connu. Il a eu des trucs en dehors, hein, il a fait beaucoup de films, tout ça, il a marché. Alors, Mais le truc, c'est qu'on se souvient plus de lui pour le côté négatif de ce qu'il a fait dans le business à cause de la politique. en parlant des films, je me permets un aparté, puis on passe au suivant, ça te convient? Vas-y. Si vous êtes fan des Tortues Ninja, dans les Tortues Ninja 2, c'est lui Shredder. C'est lui, Super Shredder, ouais. Ouais. C'est ça. Mais on le voit pas. Mais on le voit pas. Mais parce qu'il est sous le masque. Ouais. Mais voilà, c'est ça, c'est comme je disais, excuse-moi, je mets le mot de la fin sur lui. Vas-y. C'est que on en parle comme l'un des plus gros politiques et des mecs qui ont fait le plus de mal du business, et on se souvient plus de ça que du côté positif, malheureusement. Il est dans les trios têtes avec Rousseau, Bischoff et Hogan. Par rapport aux politiques, ça. Par rapport à la Je politique. pense que Goldberg, il a dû en morfler aussi un petit peu. Mais non, c'était peut-être moins long. ouais, moins long, et il était pas dirigeant, Goldberg. Ouais. Alors que Kevin Nash, on n'entend pas, mais à la WCW, il a été booker. Il a été booker. Bah, c'est lui qui book, C'est lui qui décide de casser la streak de le Goldberg. Finger Poke of Doom, c'est pas lui qui l'a booké, peut-être aussi. Avec Hogan. Ouais, voilà, ouais. Voilà, donc, D'ailleurs, c'est bien que tu parles de Bischoff. c'est le prochain. C'est le prochain nom. Eric Bischoff. Et ça, c'est incroyable aussi. Seul catcheur, enfin, seule personnalité qui n'est pas catcheur dans notre émission d'aujourd'hui. Parce que lui, c'était vraiment, c'est lui, qui était patron de la WCW, sous les ordres de Turner, qui a fait toute cette guerre, qui a fait beaucoup de mal au business, parce qu'il a eu, en fait, il ne voulait juste battre McMahon. Il voulait pas faire d'argent avec sa fédération, malheureusement. Et c'est pour ça que ça a failli couler. Que ça a coulé, pas failli, que ça a coulé totalement. Et, incroyable, en 2002, Vince McMahon arrive dans le ring, dit, on va présenter un nouveau général manager pour Raw, Eric Bischoff. Mais toi, tu le sais. Parce que tu m'en as déjà parlé. Vince McMahon n'a jamais considéré Eric Bischoff comme un adversaire. Exactement, son adversaire, c'était Turner. Bischoff, il en avait rien à blairer. Il en a toujours rien. Entre guillemets. Il y a la confirmation de ça dans le documentaire de Vince McMahon sur Netflix. Si vous l'avez regardé, vous vous rendez compte, il ne le cite même pas. Et quand l'intervieweur lui demande qu'est-ce que vous pensez d'Eric Bischoff, c'est limite, il répond en disant, il est marrant, quoi. Pour lui, ça a jamais été... En fait, Eric Bischoff était obsédé par Vince McMahon, la bande Vince McMahon. Mais Vince McMahon, lui, il voulait juste couler la WCW. Il voulait flaguer Turner. Il voulait flaguer Turner, c'est tout. C'était une guerre de milliardaires. Il ne considérait pas le mec à la télé. Et Bischoff, en tant que... ce que les gens ne savent peut-être pas, il vient en tant que performeur. Ouais, oui. Il n'a aucune décision créative quand il vient à la WWE, Eric Bischoff. Oui, c'est un Adam Pearce aujourd'hui. Non. Adam Pearce. Il est pas, Nickel. oui, mais ils sont pas, oui, tu parles en tant que général manager. Oui. Mais je crois qu'Adam Pearce, par contre, Il est Rhoda Jones. voilà, c'est ça, Voilà. il s'occupe Voilà. il gère les matchs. Eric Bischoff, c'est un talent. C'est un talent comme les autres. Oui, quand il dit j'ai inventé les Elimination Chamber, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas lui qui a décidé les matchs, tout ça. Mais c'est lui qui lance le règne de la terreur de Triple H. Oui, parce que c'est lui si on fait cette émission, c'est grâce à lui. D'ailleurs, D'ailleurs, il est là. Eric, si tu veux bonjour. bien nous rejoindre. C'est parce qu'il donne le titre à Triple H. En fait, comme Brock Lesnar décide de rester à SmackDown en tant que champion undisputed, Que l'Undertaker le suit. que l'Undertaker le suit à Viens SmackDown, ici avec mon titre. il y a plus de titre mondial à Raw. Et Eric Bischoff dit, j'ai ramené ce titre dont j'en ai fait la promotion, vu que forcément c'était la sienne. Il sort la Bill Goldberg et il l'offre à Triple H. Je la trouve magnifique, cette ceinture. Pour moi, c'est la plus belle ceinture aux États-Unis. Oh, elle est magnifique. Parce que il y a le titre IWGP de la New Japan, pas le nouveau, l'ancien. Pour moi, qui le talonne. Au niveau, mais c'est mes goûts. Ah, il faut savoir un truc quand même, c'est que Messiah, quand on regarde des matchs de catch, il repère tout. Hein. Moi, je me rappelle d'une fois, on avait regardé où Tyson Kidd, il avait des chats sur ses chaussures, ça t'avait... Ah ça m'a empêché de regarder les matchs. Tire partout. On continue. Bischoff, quand même, l'héritage qu'il a laissé, mine de rien. Alors, pas à la WWE, mais pour le monde du catch. Elle est toujours là aujourd'hui. On oublie la TNA, ça n'existe, ça. On parle pas de ce qu'il a fait. En fait, le truc, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure sur Kevin Nash, on retient beaucoup de ce qu'il a fait de négatif. En fait, ce qu'il a fait autant de positif que de négatif, on retient beaucoup plus de négatif, alors que c'était quand même exceptionnel ce qu'il a fait. Il faut bien comprendre que sans Eric Bischoff, il n'y a pas de Stone Cold Steve Austin. Oui. Par exemple, parce que c'est la guerre WCW-WWE
WWE, qui a poussé McMahon à se réveiller. à se réveiller et à arrêter ses conneries de métier. C'est ça. Donc mine de rien, on est sur C'est un... aussi la personne qui a remis Hulk Hogan en tant que méga star du catch. Aussi. Parce que autant qu'il avait aucun pouvoir créatif à la WWE, autant à la WCW, c'est quand même lui. C'était lui. La NWO, c'est lui. D'ailleurs, moi j'adore l'anecdote où quand Ted Turner le reçoit dans son bureau et lui dit qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer, pour contrer la WWE. Il savait pas quoi répondre, il était perdu, il dit bah donnez-moi le prime time. De toute façon, tu me le donneras pas. Ouais. Et fais gaffe à ce que tu demandes. Parce que tu peux finir par l'obtenir. C'était son cas à lui. Ouais. Et finalement, il a fait Nitro qui, malgré tout, a laissé... Si ça avait pas été une telle débauche de pognon, Ouais. ça aurait Et tenu de un peu mauvaises plus longtemps. décisions, Et de en mauvaises fait. décisions. De mauvaises décisions et de ne pas vouloir justement continuer d'être la meilleure fédération et ne pas juste vouloir tuer les autres. D'ailleurs, pour avoir lu le livre La mort de la WCW, ça vaut le coup quand même. Ouais. C'est Eric Bischoff, il est encore pertinent aujourd'hui. Ouais, quand il fait Dans ses podcasts, bien ça. sûr. Il est très agréable à écouter parce que c'est quelqu'un qui est très charismatique, très éloquent, qui savait ce qu'il parle et qui a réussi à se vendre. C'est la dernière petite anecdote que je veux dire sur lui, c'est que quand il est recruté par la WCW, deux choses. Il cache le fait qu'il était déjà dans le monde du catch. Ouais. Parce qu'il a Ça, c'est ce bossé que tu pour me dis, Verne Gagné à la AEWA. Et que les dirigeants de l'époque pour la WCW, quand ils ont voulu relancer avant de faire Nitro, tout ça, ils avaient besoin de restructurer ce qu'était la Jim Crockett Promotion. Et en fait, il s'est pas vendu. Il s'est pas vendu en tant que homme du catch, mais en tant que businessman en disant je vais pas vous promettre qu'on va gagner de l'argent du jour au lendemain, mais je vais vous promettre qu'on va en perdre moins. Qu'on va en perdre moins, ouais. Banco, vous êtes signé. Et c'est parce que vraiment, il a regardé vraiment comment il était à la WCW et tout, il est très charismatique. Je te pose quelques questions, tu me réponds très vite. Oui. Par rapport à combien de temps il reste général manager d'Euro? Il reste jusqu'en fin 2005-2006. Bah finalement, il se fait virer après la défaite contre The Y2J. De Y2J. Contre Cena. Avec Cena, il finit dans la poubelle. Donc finalement, non, il se fait virer. dans la camion poubelle, ouais. C'est en 2006, c'est après la défaite de Kurt Angle contre John Cena. D'accord, ok. Oui, déjà, il se fait raser la tête avant. Et en plus, comme on voulait finir plus vite, mais je rebondis dessus, c'est quand même aussi pour vous montrer que c'était un talent et que le mec savait sa place quand il est revenu en 2002. Il s'est fait humilier, mais d'une force. Parce que, en tant que général manager, il était co-général manager avec Steve Austin. Il s'en est pris plein le cul pendant des mois. On le portrait comme un débile avec Eugene, on en parle. Voilà, parce que c'était le tonton. C'était le neveu, ah ouais, Ouais, Eugene. le neveu. Ouais, c'est ça, ouais. Et il se faisait défoncer par les faces. Et justement, ouais, à la fin, il finit dans une poubelle par John Cena, quoi. C'est vraiment, il était là en tant que talent. Mais quoi. je suis content d'en parler, et si tu me permets de conclure dessus, je suis content d'en parler parce que pour la temporalité de notre saison 1 et du règne de la terreur de Triple H, c'est le général manager du règne de Triple H, et en plus, c'est lui qui lui donne le titre. C'est ça. On pouvait pas dire son nom. Oui, non, il est trop important. On enchaîne par un autre catcheur où je pense que là, tu vas me faire ça vite parce que finalement, il y a plus de choses à dire sur l'époque de la WCW que sur ce qu'il a fait à la WWE. C'est Scott Steiner. Scott Steiner, oui, et qui est un de mes péchés mignons. À la WCW, on est d'accord. Oui, et oui, il y a vraiment la WCW, quoi. C'est un de mes champions préférés de la WCW. Parce que, lui aussi, charisme pur. Un petit peu léger niveau muscle, je trouve. Moi, quand j'étais petit, de le voir s'embrasser les biceps en limite, Sans tourner la tête. sans tourner la tête, en à peine lever le bras, ça m'impressionnait tellement. Mais lui, il a une carrière aussi beaucoup trop riche parce que c'est l'une des meilleures équipes de tous les temps. Attention, parce que moi, Scott Steiner, si tu as envie de faire une émission sur lui, moi, c'est avec grand plaisir. Je sais que c'est un catcheur on va faire une émission sur tout le monde, hein, à force. De toute façon, alors écoute, moi, si on continue à avoir les retours que j'ai eu par rapport à JBL, où c'est sûr qu'on est encore qu'au balbutiement de cette chaîne, mais moi, tant que ces retours sont comme ça, que ces podcasts sont comme ça, moi, ça me dérange pas de partir sur Scott Steiner. Ouais, donc moi j'aimerais bien, et surtout ça nous permettrait de parler aussi de l'héritage qu'il a. Et bah oui, Braun Breaker. Parce que je te propose, par contre, c'est de parler de Scott Steiner à la WWE. Oui, donc ça. Quand il arrive voilà. Fin 2002. 2003, du coup, début 2003. Fin 2002, début 2003. C'est ça, oui. Parce que en fait, il y a qu'un match. Deux? Non, il n'en a pas deux. Non, en 2003. Ils ont pas un rematch derrière? Possible, ouais.
Moi, il me semble qu'il y en a deux et que les deux, c'est du 5 étoiles. Du moins 5 Ouais, étoiles. on est d'accord. Hein, c'est cas d'œil. Hein. Donc il arrive un peu en surprise après son run exceptionnel WCW, l'un des derniers gros champions. Et direct pour être face à Triple H, comme on a dit, Triple H s'est fait un mal à plaisir de tous les battre. Ah bah de toute façon, il a coulé Booker T, il a coulé Goldberg, il a coulé Scott Steiner, il a coulé Kevin Nash, il a pas pu couler Hogan parce qu'il a pas eu le temps. Ouais. Parce qu'il n'avait pas le droit. Oui, et parce qu'il a pas pu. Et puis il a pris Ric Flair comme manager, qui Ric Flair toutes les semaines lui disait t'es le meilleur Triple H, c'est toi le plus beau Triple H, t'es le meilleur Triple H, toi le plus beau. C'est ça. Et il pouvait pas faire DDP, Taker, c'était des jokes. Ouais, puis DDP, je pense que, alors, je pense par contre, tu vois, tout petit aparté, je pense que même Triple H n'aurait pas sali DDP comme le Taker a violé DDP. Effectivement. Non, parce que... Et donc, du coup, Scott Steiner arrive contre Triple H. Ils font, comme on dit, le match du Royal Rumble 2003 qui est catastrophique. Par contre, je sais que toi, il y a un segment qui t'avait marqué à cette époque. Moi, j'aimais bien les concours de pose plastique. Je trouvais ça, alors c'est pareil. Moi, j'ai pas connu la WCW. Je me rendais pas compte que Triple H est un tel despote. Et là, t'as ce mec-là qui arrive. La côte de maille sur la tête, la sirène de police, les lunettes de soleil. Le mec, quand même, classe. Il arrive. Physique impressionnant. Ah, tu te dis, ça peut être sympa quand même, Triple H, Scott Steiner. Moi, je me rendais pas compte qu'à l'époque, Scott Steiner, en fait. On voyait pas le ring comme maintenant aussi. Voilà. Et puis, je me rendais pas compte que Scott Steiner, rien que pour arriver jusqu'au ring, il était en sueur et il avait déjà pété le cardio. Le problème, il est là aussi. Sur ce mec-là, on revient sur les problèmes qu'on a dit tout à l'heure avec Nash, avec tout ça. C'est que quand il arrive à la WWE, tu m'as dit qu'il a recatché après. Il a recatché après. En fait, il s'est remis sa santé un petit peu. Mais à la TNA, il a catché longtemps. Hein. Mais quand il est à la WWE, il est mort. Je suis en train de regarder le nombre de fois que... Voilà. Alors, il a un match au Royal Rumble contre Triple H et à No Way Out. Ah, No Way Out. Il y en a deux. Voilà. Il y en a deux. Et il signe un contrat de 3 ans en octobre 2002. Et voilà. Et de toute façon, après contre Triple H, il y a rien. Il y a sa rivalité avec Test, à propos de Stacy Keibler, et c'est tout. Il y a rien d'autre. Mais c'est parce qu'il était plus en état, de toute façon. Il était plus en état. Je sais que même il rate un spot, justement, contre Test, où il tombe, tellement il n'arrive plus, en fait. À cette époque, comme tu dis, c'était le bimandom Michelin, il était gonflé, quoi. Bah, ça me fait penser, toute proportion gardée, tu sais, comment il s'appelait? Là, j'ai un trou de mémoire, sans la fatigue quand même. Mais, au Macho Man, qui quand il est à la WCW, qui peut plus catcher comme avant, il devient un monstre physique. Ah, quand il devient la Team Madness. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est un changement total. Voilà. Mais c'était l'intelligence de Macho Man. Oui, non, mais c'était bizarre, mais c'était ultra... Mais là, c'était positif, en fait. Voilà. Non, mais c'est-à-dire, je fais pas une comparaison entre bien ou pas bien. C'est-à-dire que là, on a le mec qui, je pense, se dit, je suis peut-être moins impressionnant dans le ring qu'il y a 3-4 ans quand j'étais à la WCW, 2-3 ans peut-être. Donc, je vais compenser ça par un physique exceptionnel. Oui. Le problème, c'est que ce physique exceptionnel, j'ai envie de dire Trunks contre Cell dans Dragon Ball Z pour les fans. Oui. Tellement monstrueux, musculeux, mais qu'il a plus aucune vitesse, plus de punch. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand je vois Scott Steiner, c'est ça, quoi. C'était ça. Alors, il squash, tu peux dire le mot, j'arrive pas. Il squash. Merci. Matt Hardy et Chris Nowinski à son arrivée en 2002 à Survivor Series. Et après, il y a sa rivalité avec Triple H où moi j'aime bien quelques segments parce que justement je le connaissais pas, j'étais content de le voir. Et la rivalité avec Test où il récupère Stacy Keibler. Et pour moi, il y a plus rien. Il y a rien, je te le confirme, il y a rien. Et après, il fait quelques fédérations indépendantes. Oui, beaucoup la TNA. Et aujourd'hui, on est content moi je suis content quand je le vois dans des posts TikTok où il est là avec les fans, qui fait quelques autographes. Il a été membre du Hall of Fame. Oui. Où c'était pas gagné au départ parce que ils avaient peur des... C'est quelqu'un qui est très beau. C'est quelqu'un qui est très vocal. Voilà. Il a pas sa langue dans sa poche. Et qui peut vite partir en vrille. Et c'est pour ça que ce que je disais, c'est une de mes promos préférées dans le catch. Parce qu'en fait, il est en roue libre totale. Il est en roue libre totale. Si on lui donne un micro, ça va être divertissant. Et, comme on disait, j'espère en parler un jour, un peu plus en détail, parce qu'il faut parler de son équipe, avec son frère, tout ça. Mais moi, de toute façon. Vraiment, l'héritage aujourd'hui de Scott Steiner, c'est Bron Breakker. Les amis, j'ai un tableau à la maison où je note, parce que quand je réécoute nos émissions, je note les idées d'émissions qu'on donne pendant le podcast. Sur le tableau, je peux te dire qu'il y en a donc vous allez nous supporter encore un petit moment. Hein. Et il y a peut-être même une fois, là je dis pas, je laisse voir, on sera peut-être même 3 une fois les amis. Ah, yes. Alors, il nous en reste un. Il reste environ, j'aimerais bien 10 minutes d'émission.
en comptant le fait de vous dire au revoir, les enfants, c'est Sting. Ah, celui qui a mis le plus de temps à venir. Plus longtemps à arriver, 14 ans. 14 ans. Et Sting. lui, je te coupe. Vas-y. On n'a pas besoin de faire sa carrière. On va juste parler de son arrivée, lui. Ah oui, alors si on fait la carrière de Sting avant, voilà. C'est ça, comme on l'a dit, il nous reste plus beaucoup de temps. C'est quand même bizarre parce qu'on est dans le règne, on n'est plus dans le règne de l'intérieur de Triple H, hein, quoique c'est l'autorité, donc c'est peut-être un nouveau règne de l'intérieur de Triple H. Bah, c'est le même résultat. pour moi, de toute façon, c'est Vince. Hein. Ouais, plus vite. Pour moi, c'est Vince en backstage qui a dit, non, c'est le dernier, celui-là, Tu vas le battre. tu le bats. Voilà, c'est ça. Encore une fois, la WWE bat la WCW comme ils nous ont tellement fait manger pendant des années. Mais Sting l'a dit dans les interviews, lui, il était en dehors de tout ça. Non, mais Il voulait catcher à WrestleMania. c'est génial de l'avoir Voilà. vu. Déjà, alors attention, excuse-moi, mais la vidéo du jeu de double. Bah, merci Touquet qui a fait un meilleur. Elle est exceptionnelle. C'est ça. Avec tous les Sting qui jouent son thème Au violon. WCW, c'est ça? Non. C'est le rip-off. Tu. Ouais, mais c'est pas, ouais, c'est ça, c'est le rip-off. C'est c'est pas Metallica. Voilà, c'est pas Metallica, mais terrible. Le gars, il a sa rivalité avec Triple H. Bon, aujourd'hui, il l'a perdu. En plus, intervention de la NWO. Ça fait pas de sens. Et ça, je suis obligé de faire l'aparté là-dessus. Et de la DX. Voilà, le fait que la DX intervient pour aider Triple H, pourquoi pas. Le fait que la NWO intervient, c'est même pas la sienne. Oui, c'est pas le Wolfpack. Oui, voilà, parce qu'il a été adversaire d'Hogan. Hogan ne doit pas venir aider Sting. Mais c'est parce que ce match-là, je pense que Vince, il était dans les vestiaires. On refait un Monday Night War. WCW contre... C'est ça. S'il aurait eu Buff Bagwell sous la main, il envoyait Buff Bagwell. Non, mais vraiment, c'est... Donc cette utilisation-là, je pense, c'est juste c'est la décision en fait. Il aurait dû battre. Je pense qu'il aurait. Oui, Triple H, c'est bon quoi. Il avait pas besoin de gagner. Il avait pas besoin de gagner. Bon après, comme tu dis tout à l'heure, il est content avec ça, Sting. En plus, quand tu vois ce il a quand même failli rester. Oui, parce que la rivalité de derrière était très avec Seth Rollins, où il a fait rester paralysé et qu'au final, il a pu catcher à la EW. Et par contre, alors, je suis pas du tout fan AEW. Enfin, je suis pas suiveur AEW parce que j'ai rien contre, donc je peux pas dire que je suis pas fan, c'est pas la question, c'est pas ce que je voulais dire, je suis pas suiveur, mais toute la carrière de Sting à l'AEW, je l'ai suivi. Oui, c'est du sans faute. Parce que j'étais content de le voir. Oui, c'est ça, mais c'est du sans faute. Il a mis les gens en avant, il avait un personnage hors norme, sa fin de carrière était très bien faite. C'est quelqu'un qui a toujours été intelligent parce que c'est aussi l'un des visages de la TNA, ce qu'on n'a pas dit. Ah, mais il a été et puis pareil, bien utilisé à la TNA, sauf certains angles, style non pas Asenate mais avec la ouais mais bon, ça c'est pas lui, toujours pertinent, je veux dire. Et il a toujours su se renouveler dans son personnage en fait. Quand il était à la WCW au tout début, c'était John Cena en fait, il était pas le surfeur. Le surfeur, voilà, c'était voilà le mec cool à la John Cena, bodybuildé, pour les enfants tout ça. Il est devenu The Crow, donc le signe qu'on connaît tous, ou c'est une idée de Scott Hall. Oui, The Crow, oui. Pour être en rivalité avec Hogan. Et tu peux même en dire une autre. Tu peux même dire que si Hulk Hogan n'aurait pas fait le turn pour rentrer à la NWO, ça aurait été lui. Ça aurait été lui, c'est ça. Oui, c'était la solution de repli si Hogan n'acceptait pas de turner. Ouais. À l'époque. Ça aurait été Sting. Et en fait, il a toujours su se réinventer. Donc du coup, il est en Sting the Crow, rivalité avec Hogan. Derrière, il y a le Wolfpack. J'aime pas du tout, mais c'était quelque chose de différent. Plus tard, à la TNA, il a fait évoluer son personnage multiples fois. Quand il a été Main Event Mafia, où il était sans peinture. Il a été patron là-haut, entre guillemets, dans les storylines. Il y a eu le Sting Joker, où il devait à foufou. Et vraiment, à la EW, il a fait vraiment un best-of de tout ça. Et son petit règne WWE, son petit passage, vraiment ça fait kiffer tout le monde, quoi. Il y a rien à acheter, quoi. Surtout son arrivée, où il sauve le Survivor Series, son arrivée, elle est top. Et finalement, le mec, il a eu une carrière immense. Et par contre, je suis très content que sa carrière ne s'est pas terminée
avec niveau ce de la match face à gestion. Seth Rollins, ouais. Ouais, bon, ouais. Je suis ça super content qu'il ait pu continuer après et qu'il a laissé même une belle petite legacy à la AEW et notamment avec Darby Allin. Et je crois que maintenant il y a Ouais, même c'est ses ça. enfants il y en a un, je crois, qui veut devenir catcheur. Je lisais la Et, news il y a pas très longtemps. c'est ça. Et vraiment, Non, ouais, c'est cool. il a donné beaucoup à Darby Allin, quoi. Alors, Messiah, t'as encore quelque chose à dire sur Sting ou sur quelqu'un d'autre? Non, là, pas du tout. Un catcheur de la WCW qu'on n'a pas parlé, peut-être, qui te vient à l'esprit? Non, on a fait le tour de tout. Moi, j'aurais bien dit Disco Inferno, mais je crois qu'il a jamais été à la WWE. Il a jamais vu la WWE. Moi, j'aimais bien. Disco Inferno, petit péché mignon de beaucoup de fans. Tu veux pas parler de Sub-Zero? Du glacier? Du Non, glacier, c'est bon. non plus. Non plus. Alors, je pense que les amis, ben, on va se quitter là. Je vais te poser la question où tu vas me répondre en un mot. Si tu devais sortir un nom de toute cette période-là, tu sortirais lequel? De tous là, ces- des catcheurs qu'on a parlé, là. Alors, je reformule. Mm. Si je te demande de tous ceux qui n'étaient pas des superstars à la WCW, qui sont venus à la WWE, si tu dois m'en sortir une, parmi les premiers qu'on Ah, a dans les parlé. premiers. Chris Jericho, hein. Chris Jericho. Et si tu dois m'en sortir un parmi les superstars, Et ben, bizarrement, malgré tous les beaux noms qu'on a dit, moi, je vais dire Booker T. ouais, j'aurais dit Booker T aussi, même si je suis content qu'on ait terminé parce que tu m'as un petit peu dans ma tête réhabilité Sting. Je me rappelais plus que finalement ça avait si bien fini que ça avec la WWE. Ouais. Ça, et c'est vrai que je suis content que ça a fini comme ça. Alors les amis, on va se quitter. C'est notre plus longue émission. Oui, largement même. Mais ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'on dit ça à la fin de chaque podcast. Ouais, bah, on avance. Mais il va falloir qu'on se calme parce que je pense que au-delà, là, on va arriver à un moment où il va falloir couper les émissions en deux. Si on passe le cut où on arrive là bientôt, on fera en deux émissions, je pense. Bah, certaines, sans vous teaser, elles sont forcément en deux parties. Ouais, voire même en 8. Quand tu parles aussi, on va parler du règne de Triple H, elle sera en 8. Hein. Alors, les amis, j'ai remarqué que sur l'émission de JBL, je terminerai là-dessus, hein, j'en ai pour 2-3, même pas 2 minutes. Il y a énormément de gens qui ont été jusqu'au bout de l'émission. Donc, un petit clic, un petit j'aime, un petit commentaire, même pour faire coucou, même pour dire j'ai acheté le Simon System de Simon Dean. Allez-y, les gars, faites-nous un petit coucou. Donnez-nous de la force, donnez-nous un tout petit peu plus de visibilité. Il y a la vidéo qui est sortie où je suis tout seul et où je parle des Saturday Night Main Event parce que c'était dans l'actualité. Allez l'écouter. J'espère que voilà tout ce qui peut nous faire venir des gens, essayer. Nous, on est vraiment Venir partager notre passion, quoi. voilà et vraiment avec notre concept où c'est vraiment du podcast pour vous jouer à la console, vous allez vous balader, vous roulez, voilà, vous avez envie de vous évader. Voilà. On est là et on espère que nos émissions vous plaisent. Voilà. Yes. Messiah, merci. Bah, merci à toi, Thomas, et merci de nous avoir écoutés dans cette très longue émission. Et ça a été franchement un grand plaisir et je trouve que c'est encore, moi, je pense qu'elle peut très vite devenir mon émission préférée, même devant JBL, celle-là. Merci. À plus tard. À plus tard.